Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Twitch, sur Next Gen Auto, comme d'habitude. On se retrouve pour Grand Prix, c'est votre talk 100% Formula. Et autant vous dire que ce soir, ça va chanter max de tous les coins. Extraordinaire, évidemment, ce Grand Prix des Pays-Bas qui faisait son retour après 36 ans d'absence. Il faut toujours le rappeler et le saluer, évidemment, du côté de Zandvoort, dans les dunes néerlandaises. Max Verstappen s'impose donc à domicile. Autant vous dire qu'ils en ont rêvé de ce dénouement et que tout s'est passé comme dans un rêve, justement, parce qu'il a fait la pole, il a fait donc la victoire en course, pas le meilleur tour, donc moi je suis un petit peu déçu pour Max Verstappen, qui aurait pu faire mieux, qui aurait dû faire mieux, peut-être même. Il s'impose devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, et surtout il reprend la tête du championnat du monde de Formula. Et également, je viens de vous citer tous les pilotes qui ont terminé dans le Tour du leader. Autant vous dire que ça c'est rare, et on le signale, bien sûr, c'est rare d'avoir que le podium qui termine dans le même tour. À mes côtés, comme d'habitude, l'ami Manu, comment ça va? Bah écoute, ça va, salut à toi et salut à tous. Effectivement, ça a été un Grand Prix, bon, pas super animé, mais quand même mieux que ce qu'on s'attendait. Et puis, effectivement, Verstappen aurait fait le grand chelem s'il avait fait le meilleur tour. Donc, ça veut dire qu'il a quand même bien négocié sa manche à domicile. Il a plutôt bien dominé, le gaillard, évidemment. 20 secondes d'avance à l'arrivée sur Lewis Hamilton, mais qui a fait, mon cher Franck, un arrêt en plus. On en parlera bien sûr. Comment ça va? Et bonsoir, bah écoute, ça va très bien. Très content d'avoir vu un vrai Grand Prix voilà, ce dimanche. Alors, pas le plus passionnant de la saison, c'est sûr, mais voilà, il y avait tout en fait pour que ce soit quand même un très beau Grand Prix, une super ambiance. Franchement, on s'est quand même régalé. Voilà. Il n'y a pas eu beaucoup de spectacles en piste. Je pense que c'était un vrai circuit de pilote aussi. C'était vraiment très agréable de voir des F1 sur ce circuit old school. Et voilà, j'ai passé un très bon dimanche malgré le peu de spectacles en piste. Ouais, c'est ça, une piste très anachronique. On a qu'une seule chose qui ressort de ce Grand Prix, c'est que les F1 n'ont rien à faire là. Donc c'était génial, du coup. Voilà. Comme elles n'ont absolument rien à faire sur ce circuit, on s'est plutôt bien amusé. Il se met pas qui met en chat. Merci Michael de permettre aux Belges, aux Italiens, aux Suisses, aux Espagnols, enfin aux Européens et Canadiens de suivre votre émission. Tiens, donc je me demande à qui cela est-il adressé. Bon, on n'en parlera pas, bien sûr. Non, Giggs, Mercedes n'a toujours pas annoncé Lucas Di Grassi pour l'année prochaine, mais on est sur le dossier, ça devrait intervenir très rapidement. Il a inventé les bankings, le gaillard. Donc franchement, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas deuxième pilote Mercedes? Je ne sais pas. En tout cas, ce soir, on ne parlera pas en principe de Lucas Di Grassi quand même. Il n'est pas dans le conducteur qu'on vous a prévu. On va évidemment revenir sur ce Grand Prix des Pays-Bas. Vous parlez un petit peu de tout ce qui s'est passé, du départ stratosphérique de Fernando Alonso. Puis bien sûr, rassurez-vous, la casquette est toujours là comme d'habitude. Et puis, eh bien, on parlera également de la brouille, de la bisbille, de ce que vous voulez, chez As. Parce que bon Dieu que ça devient... l'ambiance devient très peu supportable, à mon avis, au sein de l'écurie As. Donc on en parlera entre Nikita Mazepin et Mick Schumacher. Et puis on terminera sur un point transfert. On avait prévu à la base uniquement de vous parler, eh bien, de cette petite brouille entre Mercedes et Red Bull. Vous allez me dire, il y en a tout le temps des brouilles entre les deux. Mais à propos, eh bien, notamment d'Alex Albon et Nick De Vries, et du fait de les placer chez Alfa Romeo et chez Williams. Mais Valtteri Bottas a signé un contrat pluriannuel avec Alfa Romeo, ça a en tout cas été annoncé aujourd'hui, donc on parlera évidemment de cela. Tiens, j'ai pas vu moi les déclarations de Gunther, mais je sens que je vais me régaler en regardant tout ça. Mais d'abord, eh bien, le Grand Prix, voilà, Max Verstappen qui est arrivé quand même sur un circuit de Zandvoort avec énormément de pression sur les épaules. Comme je l'avais un petit peu signalé, ces Grands Prix à domicile, entre guillemets, en Belgique, c'était quand même rarement bien passé, parce que même si évidemment il n'est pas belge sur sa licence, il y a grandi, et puis surtout il avait quand même 60-75 000 personnes à chaque fois, chaque année, qui venaient uniquement pour lui, et qui étaient tout habillés en orange. C'était quasiment la même ambiance qu'on avait ce week-end à Zandvoort. Ça ne lui a pas souri, là du coup il a gagné, et en Belgique, dans les circonstances qu'on connaît, et du coup ici aux Pays-Bas. Manu, ça t'a impressionné cette force de Max qui quand même, bon, déjà fait la pole alors qu'il a un problème de DRS, et puis déroule en course comme c'est rarement vu, hein. Ouais, c'est sûr que ça a été week-end parfait pour lui. La pole, effectivement, il l'a fait avec le problème de DRS. Il améliore de 38 millièmes, donc ce qui est exactement l'écart avec Hamilton. Donc en fait, même son amélioration, il l'aurait faite à égalité, mais vu qu'il avait fait avant, c'était bon pour lui. En course, on a retrouvé une Red Bull finalement vachement incisive, vachement équilibrée, un peu comme on l'avait laissé il y a un moment déjà de ça, presque en Autriche, parce que finalement à Silverstone, on n'avait pas vraiment eu l'occasion de la voir. On l'avait vu pendant la qualification sprint, elle était plutôt pas mal, mais après derrière ça a été compliqué en Hongrie. Et en Hongrie, bon, c'est pareil, ils ont peu fait la course, mais c'est une voiture qui semblait quand même un peu perdre en tout cas par rapport à la Mercedes, perdre en performance. Et puis là, on voit que finalement, c'est une voiture qui est super équilibrée sur un circuit qui demande beaucoup d'équilibre et beaucoup d'appui, un appui en tout cas bien équilibré et bien dosé. Elle a été au rendez-vous, et en tout cas au moins une des deux Red Bull, et pas qu'un peu, quoi. Donc avec une belle qualif, une course en tête, il fait 72 tours devant, donc Mercedes a essayé, mais finalement on a presque senti rapidement de la résignation, où en fait ils n'avaient pas de solution. Il n'y avait pas de solution pour dépasser en piste,
La tentative de mettre Bottas entre les deux, enfin Bottas devant en tout cas pour le ralentir a été bonne au premier arrêt, mais Hamilton tombe dans le trafic et puis Bottas se rate au moment de défendre. Et la deuxième fois, Bottas est trop loin, donc comme ça c'était réglé, quoi. Mais franchement, Red Bull revient d'un fort niveau et montre que la saison n'a pas encore totalement switché en faveur d'Hamilton, bien au contraire. La phrase « Bottas se loupe en défendant », j'ai l'impression de l'avoir déjà entendue 27 fois, alors que nous le faisons cette émission que depuis un mois et demi, 2 mois. Donc franchement, rendez-vous compte, c'est assez incroyable. Non, tu confonds en Hongrie, c'était Bottas se loupe en attaquant. Oui, effectivement, c'était pas pareil du tout. Voilà, il s'est loupé au freinage, il a été trop incisif, Valtteri, lors du Grand Prix de Hongrie. Franck, j'imagine que tu as à peu près la même analyse sur le week-end de Max Verstappen aux Pays-Bas. Bah écoute, oui, comme tu dis, il avait la pression chez lui, même si voilà, il a fait le mec qui supportait bien ça, qui n'avait pas de soucis avec ça. On peut penser quand même qu'en son fort intérieur, c'était pas évident non plus de tout aborder. Il a eu la bonne approche en résistant à toutes les pressions médiatiques, les demandes et tout ça. Il a dit qu'il voulait faire un week-end absolument normal et c'est ce qu'il a fait. On l'a pas vu aller voir dans les tribunes, faire de diverses activités. Il est resté concentré sur sa course. Il a déroulé son week-end comme il le voulait. Il a été très bon aux 2 moments cruciaux qui étaient effectivement la qualification du samedi. Il fallait absolument partir en pôle sur ce circuit parce que c'est très difficile de dépasser. On l'a vu avec Pérez qui a fait une bonne remontée malgré tout, parce que vu la configuration du circuit, c'est pas évident, mais voilà, il fallait vraiment tout donner, il fallait vraiment se jeter sur certains freinages pour pouvoir effectivement passer. Et voilà, et l'autre moment crucial qu'il a réussi, c'est effectivement le départ. Alors là, pour avoir revu les images encore tout récemment, ils ont vraiment pris la même impulsion. Verstappen et Hamilton, c'était vraiment kiff-kiff. Donc, ce qui a permis du coup à Max de rester devant au premier virage, et ensuite de dérouler sa stratégie. Après, comme tu le dis, il y avait le paramètre Bottas en plus, que Mercedes pouvait gérer. Ils l'ont pas très bien géré. Il aurait pu effectivement ralentir un petit peu plus Verstappen sur son premier arrêt. Mais par contre, cette pneu était vraiment mort et voilà, il n'a pas cherché non plus à être antisportif à outrance. D'ailleurs, ce fut aussi le cas quand Pérez s'est fait prendre un tour par Lewis Hamilton. Il n'a pas non plus gêné plus que ça. Il n'a pas donné l'aspiration après le banking, mais voilà, il s'est bien rangé aussi. Je vais aussi noter le petit point positif, c'est que non seulement on a vu un super Grand Prix avec Max qui s'impose, mais aussi avec Hamilton qui le félicite à la fin. Ils se sont donné l'accolade, donc voilà, on peut dire que ils ne vont pas non plus se faire la gueule jusqu'à la fin de la saison après l'accident de Silverstone. Ça a un peu remis les pendules à l'heure de ce côté-là. Et même Christian Horner a eu de bons mots suite à la course en disant que Mercedes avait aussi été très sportif. Voilà, en ne laissant pas effectivement Bottas bloquer définitivement Verstappen devant, et même en écartant les tuyaux au moment de l'arrêt au stand de Verstappen, qui permet effectivement à Verstappen de rentrer dans des bonnes conditions dans ces stands très étroits. Donc voilà, des bons mots, de la sportivité. On retrouve peut-être la F1 d'avant l'accident de Silverstone. Donc voilà, bien lancé, je pense, sur la fin de la saison avec ce Grand Prix, puisque voilà, la Belgique aurait dû lancer cette fin de saison, mais en fait c'est Van Voort qui l'a lancé. Ouais, non, effectivement. Alors, moi, j'ai adoré quand même Lewis Hamilton, mais sa manière tellement cynique de dire que les fans néerlandais étaient extraordinaires. Le mec, il se fait huer copieusement. Il dit « Vous êtes géniaux, super, merci beaucoup, c'est génial !» J'ai trouvé ça merveilleux, mais c'est bien, il en a joué aussi. Et c'était un peu... Vas-y, Manu. J'ai quand même trouvé les huées moins violentes qu'en Hongrie, et finalement, il y avait quelques fans qui huaient, mais il y a quand même une partie du public qui l'a acclamé. Alors, je pense qu'il aurait gagné, ça aurait été autre chose. Il aurait gagné, il serait sûrement fait huer par le public, mais globalement, il y a le fait qu'il ait perdu, le public s'est transformé en bon perdant, et lui aussi a été bon perdant, donc on a échappé à la grosse polémique à ce niveau-là, je pense. Oui, c'est ça, tout le monde en sort bien, quoi. Dis-nous, Franck. Oui, c'était moins agressif en termes des titués comme ça, mais presque pour le fun, pour l'ambiance, en disant on vient te titiller un peu comme dans un stade de foot calme, parce qu'il y a des stades de foot qui sont très énervés, un stade de foot bon enfant, on va dire. Voilà, c'était plutôt sympathique. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à des choses assez terribles. Je pense aussi que le fait que l'enfant du pays ait gagné a largement aidé les supporters qui ont l'air d'avoir passé aussi un très bon week-end. Et il faut saluer l'organisation néerlandaise, parce que ça, c'est quand même... On parlait la semaine dernière des problèmes d'organisation à Spa-Francorchamps, en partie causés par la pluie. On ne va pas évidemment dire du mal du circuit qui a fait comme il a pu. Mais j'ai lu une statistique qui était assez incroyable, c'est que seuls 2% des spectateurs sont venus en voiture
Tous les autres sont venus en transport en commun, que ce soit le train ou un vélo, notamment, mais que ce soit voilà, le train, le tram, tout ce genre de choses, parce que Zandvoort avait été fermé à la circulation en fait en amont du Grand Prix. Donc apparemment, déjà pour tous les journalistes, toutes les personnes accréditées, toutes les personnes dans le monde de la F1, c'était génial parce que ils sont rentrés directement dans le circuit, il n'y avait aucun problème. Et puis pour les spectateurs, ça a permis de voir tout le monde à vélo, tranquillement, de pouvoir se balader un peu. Donc apparemment, ça a été extraordinairement bien géré. Et on parlait la semaine dernière des détritus qui avaient été laissés en Belgique. Il faut savoir qu'il y avait un système ici aux Pays-Bas qui était très intelligent, c'est-à-dire que vous aviez un système de jetons. Vous donniez un jeton à l'entrée quand vous alliez chercher une boisson, notamment dans un gobelet. Si vous rameniez votre gobelet à la fin de votre boisson pour en reprendre une autre, on vous donnait l'autre boisson comme ça. Si vous ne le faisiez pas, vous payiez 1 €. Et du coup, celui qui ramenait tous ces gobelets bien tranquillement tout au long de la journée, après, il pouvait gagner des lots, puisque vous, avec votre jeton, vous pouvez gagner des choses. Donc c'est des choses à signaler et aussi à saluer et à dire que c'est peut-être une bonne idée de gérer comme ça son Grand Prix. À mon avis, pas mal de Grands Prix européens pourraient en prendre de la graine. J'ai bien aimé aussi Epiat qui avait demandé très respectueusement de ne pas mettre de fumigène. Donc c'est devenu un stade de foot en 15 secondes, c'était merveilleux, bien joué, vraiment, c'était parfait. Les fans de Honzo à la radio qui disaient notamment qu'il était sûr que Verstappen allait gagner vu l'ambiance dans le dernier tour. Bref, je pense, messieurs, qu'on peut dresser un bilan très satisfaisant de ce Grand Prix des Pays-Bas. Ouais, d'ailleurs, pour les fumigènes, justement, je me demandais pourquoi le circuit avait fait aucune communication là-dessus, parce que c'est vrai que ça me semblait être aussi son rôle. Et en fait, à la fin, il y a eu une espèce de show lumière et fumée sur la piste, donc j'ai compris qu'en fait le circuit pouvait rien dire, puisque de toute façon, c'est eux qui ont fait le plus de fumée à la fin. Mais hormis ça, non, c'était globalement super réussi. Effectivement, les navettes qui étaient organisées depuis la ville de Zandvoort étaient apparemment super nombreuses et le roulement était super efficace. Donc du coup, ça a permis qu'il n'y ait pas d'attente, qu'il n'y ait pas de bouchon nulle part à l'entrée de la ville ou à l'entrée du circuit. Et en fait, apparemment, personne n'a attendu. C'est pour ça que les matins, les courses F3 démarraient à 10h, il y avait déjà des tribunes qui étaient pleines. Donc ça a été vraiment chouette. L'ambiance sur place apparemment était folle. Et le public, de toute façon, a fait le show tout le long du week-end. C'était presque le 21e homme sur la grille. Et franchement, c'était assez impressionnant de voir des tribunes aussi pleines et avec autant de ferveur. Parce que finalement, on voit que même quand ça fait longtemps qu'on n'a plus de public, alors le choc était d'autant plus, un public aussi nombreux, le choc était d'autant plus impressionnant. Mais finalement, on se rend compte que c'est rare d'avoir un public avec autant de ferveur. On pense à certains Grands Prix, notamment ils vont en Russie ou ce genre de choses, et il n'y a pas ce genre de public. Et c'est vrai que ça a contribué aussi à ce que le week-end soit réussi, malgré, donc, comme je disais Franck tout à l'heure, le spectacle en piste c'est un peu moindre, et puis malgré le fait que il y a eu quand même des critiques sur les monoplaces elles-mêmes à Zandvoort. Donc je pense que ça a été un bon élément pour valider l'événement, même si il y a quelques critiques à faire. Ouais, je pense qu'effectivement, l'événement en lui-même est lancé pour quelques années là. L'organisateur se plaint un petit peu d'avoir gagné 10 millions d'euros parce qu'il n'y a que 2/3 du public qui a été autorisé. Mais vu l'engouement, il est prêt à accepter les pertes cette année pour effectivement lancer au moins pour les 2 ou 3 prochaines années. Je crois que c'est un contrat de 3 ans. Et après, il y a d'autres options qui vont se mettre en place. Donc, franchement, le Grand Prix est une réussite. J'ai jamais vu une ambiance pareille dans un stade. Je dis stade. C'est le mot. C'était vraiment le mot qui convenait. C'est stade. C'est le stade de la F1. Je pense qu'il y a le stadium d'Hockenheim, mais là on passe à un autre niveau. Il y avait aussi Monza, évidemment, qu'on peut penser les tifosi. Il y a Silverstone aussi pour Hamilton, effectivement, qui est très chaud bouillant. Mais là, c'était constant du vendredi au dimanche, tour après tour. Je surveillais un moment quand Verstappen passait au 40e ou 50e tour. Non, ça continue à se lever, ça continue à applaudir. C'était un petit peu moins la faveur qu'au tout début, mais c'était vraiment. Franchement, c'était très impressionnant. Bravo aux fans. Je pense que c'est les meilleurs fans, comme dirait Lewis. On a pu voir au bord de circuit de F1 jusqu'à présent. Et tout le monde l'a souligné. N'importe quel pilote, même de n'importe quelle équipe, a ressenti cette ferveur, se senti vraiment très bien accueilli à Zandvoort. Pour revenir effectivement sur le plan de mobilité, il a été aussi impeccable. J'étais hyper étonné de voir des images aériennes des voitures qui tournaient en piste et on voyait très bien que les parkings n'étaient pas pleins du tout. Certainement les parkings réservés aux médias ou d'autres, il y avait encore de la place. Donc là, je me suis dit, ok, ça a été vraiment très très bien géré. Et voilà, c'est. Après, les Pays-Bas sont des pays, c'est un pays qui est habitué à ce genre de choses, à sensibilité écologique. On n'a pas entendu parler effectivement d'extinction rébellion à côté du circuit. C'était un sujet avant le Grand Prix, ça n'a pas été un sujet pendant. Je ne sais pas s'il y a eu des manifestations ou autre chose, mais en tout cas, on n'en a pas entendu parler. Bravo aux organisateurs, surtout, avant tout, parce que c'est pas évident de remettre en place un Grand Prix, de remettre en place une piste qui est capable d'accueillir les F1, alors même si elle reste un peu trop étroite à mon goût,
elle a fait le spectacle quand même en termes visuels, parce que franchement, voir les voitures passer dans les 2-3 bankings, voilà, on chipote un peu, moi j'allais dire 3 bankings voilà, du circuit, le premier virage, le troisième et le 14e. Voilà, c'est super impressionnant. Et puis voilà, des trajectoires différentes dans le virage numéro 3, pas mal de choses vraiment très intéressantes. Voilà, non, bonne édition pour moi, c'est validé, c'est hâte de voir l'année prochaine avec des voitures qui sont capables de se suivre de près. Swan nous demande où est-ce qu'on va mettre les 33% qui manquaient. C'est vrai qu'on n'avait que les 2/3 cette année de capacité, et c'était, ma foi, fortement serré cette affaire. Hein. Dans les tribunes, on sentait qu'on y allait gaiement. Et ben, autant vous dire que si on rajoute encore un bon tiers l'année prochaine, ça va être encore plus fou cette affaire, surtout si Max arrive potentiellement en tant que champion du monde en titre, ou en tout cas qu'il joue de nouveau le titre. Ça risque d'être assez fou, mais vraiment, voilà, c'était un joli succès populaire, et ça fait plaisir de pouvoir en parler comme ça aussi de la Formule 1 de temps en temps, des vrais succès populaires et des week-ends qui se passent, ma foi, très bien, même si en piste, bon, salue Sébastien Vettel qui nous a fait perdre, contre son gré bien sûr. Bon, bonne moitié de séance en essai libre 1 quand même, avec cette voiture qui était particulièrement récalcitrante. Mais à part ça s'est quand même plutôt bien passé. On va saluer évidemment, et en plus un 6 septembre c'est bien normal, on va saluer Pierre Gasly, qui le 6 septembre 2020 remportait son premier Grand Prix de Formule 1 à Monza, et ici il termine 4e hier. Il a encore été extraordinaire, hein, Pierre Gasly, c'est-à-dire que on a toujours envie de le signaler, parce que si on arrête à un moment donné, ça va devenir normal ce qu'il fait avec cette AlphaTauri, et ça n'est pas normal. Il s'est qualifié 4e devant les deux Ferrari, il est resté devant les Ferrari en course, et puis il les a bien distancés, Manu, c'est-à-dire que c'est pas comme s'il avait Leclerc à ses trousses tout le long, il a fait une course tout seul, mais c'était exactement ce qu'on lui demandait. Ah non, il a fait sa course sans soucier de ce qu'il y avait autour de lui. Il a distancé les Ferrari, il a réussi, il a pris du retard après. Lors de son arrêt, il est remonté, il a fait des dépassements, ça a été un des rares à en faire, faut le dire. Alors c'est vrai qu'avec des pneus plus frais, c'est plus facile, mais il s'est laissé perturber par rien du tout en fait. Donc encore une fois, hein, parce que finalement, Gasly fait très très peu d'erreurs depuis le début de saison. Il y a eu des erreurs de stratégie de la part de l'équipe, mais lui, à proprement parler, fait très peu d'erreurs. Il est très rapide en qualif, il fait encore 4e là. Il est juste derrière les trois intouchables. Donc encore une fois, c'est vraiment impressionnant. Et puis, surtout, il se retrouve un peu dans la peau. Il n'a pas pu lutter en course parce que forcément, il n'a qu'une AlphaTauri. Mais dans les faits, sur la grille, il se retrouve comme le 2e homme de chez Red Bull. Et ça, c'est quand même pas rien, même si, bon, moi, je ne crois pas à un retour chez Red Bull, même en 2023. Mais il montre aussi aux autres équipes du plateau qu'il est capable d'être là où il faut et de toujours optimiser la place qu'il a et le rythme qu'il a. Et cette saison particulièrement, il démontre ça d'une manière vraiment impressionnante. Et ce serait bien qu'il soit récompensé par un ou deux autres podiums d'ici à la fin de saison, parce que finalement, là, il lui manque juste un abandon devant sur ceux qui ne sont pas accessibles. Mais après, le reste, le boulot est fait. Et puis, encore une fois, sur les 3 dernières courses, AlphaTauri a marqué 35 points. Il a marqué les 35 points de l'équipe. Donc, c'est pas pour faire un jeu à Tsunoda, c'est juste pour dire que c'est lui le taulier et que là, pour l'instant, c'est loin c'est loin de changer, quoi. Ouais, je crois que Pierre Gasly, il a trouvé un niveau de confiance chez AlphaTauri avec sa voiture, avec son équipe, qui fait que voilà, tout se déroule très bien et ça va continuer comme ça. La 4e place, encore, effectivement, c'est impressionnant avec sa voiture. On pourrait se demander ce que pourraient faire d'autres pilotes à sa place. Je suis pas sûr qu'il pourrait faire beaucoup mieux, parce que je pense qu'il a une maîtrise aujourd'hui de son AlphaTauri qui est excellente. Ce qui du coup à chaque fois relance le débat, mais pourquoi c'est pas lui qui a été nommé aux côtés de Perez? Voilà pourquoi Helmut Marko et Christian Horner se cantonnent à vouloir le garder absolument chez AlphaTauri. Je peux comprendre effectivement que le fait de le mettre à côté de Max Verstappen pour le redéstabiliser ou autre chose, ça peut être un problème. Il est effectivement très bien chez AlphaTauri. S'il continue à signer des 4e places, des 5e places, 6e places, ça sera très bien pour lui, parce que je pense que son but maintenant, c'est de sortir de ce contrat AlphaTauri. Je dis pas du contrat Red Bull, parce que rien n'exclut qu'il pourrait revenir chez Red Bull à un moment ou à un autre, mais il est clair qu'il ne pourra pas progresser dans cette équipe Red Bull jusqu'à ce que Max Verstappen soit là, et Sergio Perez aussi. Donc ça sera la fin de son contrat chez Red Bull, un départ ailleurs, si Helmut Marko et Christian Horner le souhaitent. Après, Pierre Gasly il sera maître de son destin fin 2023, il me semble. Donc il a encore 2 ans à tenir. Et il sera certainement très haut sur la liste d'autres équipes. Parce que
c'est évident que c'est le mental qui a joué aussi. Je pense aussi le fait de le lancer comme ça directement chez Red Bull avec assez peu de préparation aussi face à Max Verstappen, qui fait qu'il a été un peu déstabilisé il y a 2 ans. On voit que Sergio Pérez fait pas beaucoup mieux encore ce week-end, clairement. Tu disais tout à l'heure, Manu, que Verstappen a déroulé avec une voiture super équilibrée et parfaitement au point. Oui, pour Verstappen, pas pour Pérez. Donc c'est compliqué. C'est compliqué pour de mettre un deuxième pilote au top chez Red Bull. Donc autant qu'il reste chez AlphaTauri, qui continue à dérouler des 4e places en qualification, en course. Ça va aider Faenza, ça va aider AlphaTauri. En 2022, avec des voitures qui seront plus proches, ça pourrait être encore mieux. Alors, même si pour AlphaTauri, je vois plutôt 2023, parce que le temps qu'ils récupèrent les développements de Red Bull de l'année prochaine, ce sera plutôt sur 2023 qu'il faudra miser. Mais voilà, donc Pierre Gasly, encore une fois, impeccable. Voilà, bravo à lui. Ça a déroulé, c'est magnifique. Non, c'était un très très beau week-end de Pierre. Très clairement. On dit dur avec Pérez. Ah oui, là, je suis d'accord, Tariq. C'est-à-dire que on est dur avec Pérez. Alors oui, évidemment, il fait un beau Grand Prix, il dépasse plein de monde. Et c'est là où, Franck, c'est bien que tu parlais de Pierre en 2019. Jamais Pierre Gasly en 2019 n'aurait fait une remontée pareille. C'est-à-dire que le problème de Pierre Gasly est, dans une moindre mesure, Albon, mais c'est-à-dire que depuis Gasly, on fait de mieux en mieux chez Red Bull. C'est que Gasly était totalement amorphe quand il était à l'arrière. Albon arrivait de temps en temps à faire des dépassements et quelques petites remontées, et Pérez arrive à les faire à chaque fois. Mais s'il part des stands, c'est à la base parce qu'il s'est retrouvé 16e sur la grille, parce qu'il n'a pas réussi à sortir de la Q1, quoi. Donc on peut pas dire que c'est un bon week-end non plus. Après, il y a aussi le niveau de la Red Bull qui change, parce que début 2019, il y avait un tel gap entre les 3 premiers teams qui étaient Mercedes, Ferrari, Red Bull et le reste, que Gasly partait loin, il pouvait remonter 6e, mais il était quand même à un tour des leaders, le temps de se battre dans le peloton, et ça faisait moins cet effet remonté. Ouais, mais Manu, même quand il se retrouvait derrière une McLaren, derrière une voiture qui n'était pas de ce top, il ne la passait pas en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il passait des grands prix entiers derrière une McLaren qui lui mettait une seconde au tour en enclinaire. Mais bizarrement, c'est surtout arrivé sur la toute fin de les 2-3 dernières courses avant qu'il soit rétrogradé. Et c'est un peu le passage à vide qu'a eu Pérez juste après son podium et sa victoire, en fait. Et il faudrait que Red Bull arrive à comprendre pourquoi tous les pilotes, à un moment ou à un autre, ont un passage à vide. Albon fait un super début de passage chez Red Bull avec la fin de saison 2019. Il manque le podium au Brésil. Il attaque avec un bon début 2020. Il manque le podium en Autriche. Les 2 fois, c'est pas de sa faute. Et après, il s'effondre. Il n'y a personne pour le rattraper, personne pour le remonter. Et là, finalement, Pérez, le seul avantage qu'il a, c'est qu'il est habitué au passage à vide. Il est habitué à comment fonctionne une carrière en F1. Et il a déjà eu ça dans d'autres équipes. Il l'a eu chez Sauber, il l'a eu chez Force India. Et du coup, il sait comment remonter. Donc, il arrive à tenir la baraque, il arrive quand même à, il fait une mauvaise qualif, et il fait une bonne course, de toute façon c'est déjà comme ça qu'il fonctionne de base, et en plus il arrive au moins à mettre de côté un peu les sentiments, mais pour un jeune pilote comme l'était Gasly quand il est arrivé, ou Albon après, c'est des pilotes qui ont besoin d'être encadrés quand ils ont ce genre de passage à vide, parce qu'ils ne savent pas encore ce que c'est. Gasly, il avait 1 saison et demie dans les pattes, Albon avait une demi-saison, c'est normal qu'il n'y arrive pas. Par contre, Red Bull doit comprendre pourquoi la voiture est si pointue. Alors, est-ce que c'est les réglages de Verstappen, est-ce que c'est le développement de Verstappen qui fait ça, ou est-ce qu'il y a autre chose? Et elle doit comprendre pourquoi, justement, ils ne sont pas capables d'avoir avec 3 pilotes au profil très différent, d'en avoir un qui arrive à mieux résister que ça à Verstappen, parce que je ne peux pas croire qu'un Verstappen vaille 8, 9 dixièmes ou 1 seconde de mieux qu'un Pérez. De la même façon qu'un Hamilton ne vaudrait pas 1 seconde de mieux qu'un Bottas, et s'il y avait un tel écart entre les deux, il faudrait s'en inquiéter. Et Verstappen est très bon, mais il n'y a pas 2 pilotes de F1, en tout cas dans un top team, qui se valent comme ça 1 seconde d'écart, plus en F1 moderne. Et je pense que c'est là que Red Bull doit essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Après, pour la course de Pérez hier, pour en revenir à ça, oui, il fait une très bonne course, mais c'est vrai que pour moi, c'est le strict minimum qui remonte dans le top 10. Faut pas oublier que sa stratégie, c'est lui-même qui l'a pourri en faisant une erreur. Il était parti pour faire un long relais en pneu dur au départ, et en fait, il le ruine au 8e tour avec un blocage. Du coup, forcément, il ne remonte pas plus loin que le top 10, mais c'est de sa faute. Donc, pour moi, il fait le strict minimum. C'est une belle course, mais ça ne vaut pas le pilote du jour comme il a été élu, et ce n'est pas non plus ce qu'on attend de lui dans un week-end comme ça, avec une mauvaise qualif de toute façon. Oui, clairement, là, je pense que Pérez, ce week-end, il s'est encore distingué du mauvais côté. Maintenant, il faut que Red Bull prenne le taureau par les cornes, si on peut dire, et ne joue plus avec lui comme ça en Q1. Voilà, c'est la Q1, pour moi, ça doit se passer sans problème, aussi bien pour Verstappen que pour Pérez. Le fait de ne pas avoir signé de 2e temps, ou 3e temps, je crois que c'était son 3e tour chrono, en fin de Q1, parce qu'il se retrouve piégé bêtement dans le trafic par le drapeau à damier,
c'est pas normal, pas chez Red Bull. On peut comprendre qu'une équipe comme Williams, Haas ou Alfa Romeo joue sur les dernières secondes parce que le grip de la piste est plus intéressant. Je suis désolé, Pérez, il n'a pas besoin de ça normalement. C'est ça. Donc voilà, il y a des choses à revoir clairement en termes de stratégie, et que tant que Pérez ne sera pas plus à l'aise avec sa voiture, il ne faut pas le faire jouer comme ça à la dernière minute, quoi. C'est pas possible. C'est ça. C'est que tout à l'heure, effectivement, je dis que c'est Pérez, on me dit dans le chat que c'est Red Bull. Oui, Red Bull gère pas bien, mais on ne doit pas se retrouver. C'est déjà arrivé, évidemment, Ricciardo s'était fait piéger comme ça, Pérez aussi, je crois que c'est pas d'ailleurs pas la première fois. Mais bon, il doit pas. Si effectivement, en plus, c'est son 3e tour chrono, t'en as quand même eu 2 pour mettre la machine en route, il aurait dû faire ce qu'il fallait, quoi. C'est ça. Ouais, et puis c'est vrai que c'est encore une fois, c'est un scénario qu'on a déjà vu avec Gasly et Albon. C'est des pilotes qui se sont déjà fait piéger en Q1. Et ça arrive jamais à Verstappen. Alors, est-ce qu'il y a aussi une question stratégique? Est-ce que le timing est trop tard, trop tôt à des moments? C'est vrai que là, la piste évoluait beaucoup. Alors, du coup, le moindre erreur en fin de Q1 était catastrophique, ça c'est clair. Et là-dessus, c'est là que Pérez a un problème. C'est que non seulement le timing n'est pas bon, et en plus, il améliore pas comme il faudrait dans son dernier tour rapide. Mais il y a vraiment quelque chose à trouver, ça c'est sûr. Il y a un problème fondamental dans la gestion en fait de ce côté-là du garage. C'est ça, donc il va falloir évidemment faire mieux, clairement chez Red Bull. Merci à Rolly qui s'est rabonné sur Twitch. Ismaël qui nous demande aussi, croyez-vous que Max va bientôt changer de moteur? Ah, ça va lui arriver, de toute façon. Ça, je pense que malheureusement les pénalités elles vont arriver en fin de saison pour Max Verstappen, parce qu'il nous reste encore, si je dis pas de bêtises, 9 Grands Prix maintenant. Au mieux. Ça dépend encore des éventuels mouvements du côté du calendrier. Mais effectivement, ça va être compliqué pour Verstappen, qui au moins n'aura pas eu à le changer à domicile, ce qui est déjà une très bonne chose pour lui. Leclerc, Sainz 5 et 7 chez Ferrari, écoutez, un très très bon week-end. C'est très important d'avoir fait un week-end pareil, là où McLaren, parce qu'on va parler des deux en même temps un petit peu, mais là où McLaren s'est quand même effondré totalement, à un point seulement à Zandvoort, un Lando Norris qui n'a pas été là de toutes les qualifs, parce qu'en Q1 il passe déjà limite, Q2 il se fait éliminer, Ricciardo le bat. Alors Ricciardo fait pas une mauvaise qualif en soi, mais en course il s'est un petit peu effondré. Ça fait que maintenant c'est Ferrari qui est 3e du championnat. C'est ça. Vas-y Franck. Effectivement, ça s'équilibre selon les circuits. Zandvoort correspondait un peu plus aux qualités de la Ferrari, je pense, surtout avec les virages serrés qu'il y a sur quelques parties de ce circuit. Voilà, je pense au virage 1, au virage 3. En regardant d'ailleurs les secteurs, c'est un peu là que ça se confirme. J'ai regardé un petit peu pourquoi Ferrari réussissait à dominer McLaren. C'est vraiment sur ces quelques virages lents où elle réussit à reprendre sur des mini-secteurs un peu de distance sur McLaren. Donc, entre les deux, ça va être un couteau tiré selon les circuits, selon la configuration. Donc on va attendre de voir ce que ça va donner sur la fin de la saison, parce qu'il y a encore pas mal de circuits différents. Mais pour Zandvoort, effectivement, Ferrari a très bien géré. Ils se sont retrouvés un peu comme Pierre Gasly, un petit peu tout seul dans leur coin. Bon, Carlos Sainz, c'est un peu plein du manque d'adhérence sur sa voiture. Il comprend pas pourquoi il a été aussi lent. Ce qui lui a malheureusement permis de perdre une place sur Fernando Alonso, qui a tout donné dans son dernier relais pour passer son compatriote. Donc, il y aura un épisode entier sur Netflix, bien sûr, entre Sainz et Alonso. Oui. Le duel espagnol, qui s'est bien terminé pour Alonso et un peu moins bien pour Sainz. Non, voilà, ça va vraiment dépendre des circuits. Je vous parie qu'à Monza, malheureusement pour Ferrari, ça ira beaucoup mieux du côté de McLaren avec le moteur Mercedes, forcément. Ça ira un petit peu moins bien du côté de Ferrari, à moins qu'ils sortent leur évolution moteur à ce moment-là, mais bon, ça leur coûterait d'avoir des places sur la grille, il me semble. Parce qu'en fait Monza c'est aussi pas mal de chicanes, donc de portions serrées qui leur permettraient de mieux réaccélérer. Après derrière, en termes de finesse, en termes de vitesse de pointe, je sais pas trop ce que ça donnerait face à la McLaren sur ce genre de configuration. Mais ça va vraiment balancer à gauche, à droite, une fois Ferrari, une fois McLaren jusqu'en fin de saison. Je pense que ça va jouer à quelques points aussi au final, donc c'est un peu comme entre Mercedes et Red Bull, ça va se jouer au finish entre les deux. Donc là avantage Ferrari ce week-end-là. C'est vrai que Ferrari a mis un gros coup quand même là, parce que 15 points d'un coup en plus que McLaren, c'est assez impressionnant. Monza, clairement, sera pour McLaren. On voit que dans le premier secteur à Spa, de toute façon, McLaren était très très bien. Il y a beaucoup de vitesse, il y a beaucoup de motricité sur cette voiture, ce qu'il n'y a pas forcément sur la Ferrari. Je ne pense pas que Ferrari osera prendre des pénalités devant les tifosi, parce que ce serait un peu un désaveu en leur disant dès le début du week-end qu'il n'y aura pas de résultat. Et je pense qu'ils veulent quand même espérer une course un peu folle et aller choper un top 5, voire un podium s'ils le peuvent, parce que ce serait pour eux un retour en forme. Il ne faut pas oublier que l'an dernier, à Monza, la performance de Ferrari était catastrophique, avec une élimination en Q3, une élimination en Q1,
une élimination en Q2. Donc ils ont besoin un peu de se racheter auprès de leur public, et c'est vrai que finalement ce sera le moment de le faire, mais ça va pas être le week-end le plus facile pour eux. L'avantage qu'ils ont maintenant, c'est qu'ils peuvent perdre un peu de points sur McLaren, sachant qu'après les circuits qui arrivent par la suite pourront un peu plus leur convenir. Je pense notamment à Sochi et ses virages à angle droit qui pourraient être un peu mieux pour la Ferrari. Mais c'est vrai que la lutte est super intense. Là, McLaren a vraiment marqué le pas, notamment parce que Norris était absent. Alors, j'ai vu des gens qui disent là, Norris commence à perdre en vitesse. Non, Norris fait une très très bonne saison. En Hongrie, il se fait ramasser au départ. À Spa-Francorchamps, il se crache en qualif. Là, il est un peu en dessous au niveau du rythme, mais il ne faut pas oublier qu'avant ça, il enchaîne 6 top 5 d'affilée, je crois. Donc, il n'y a absolument pas d'inquiétude du côté de Norris. Il est toujours aussi bon. Ricciardo, peut-être qu'il progresse un peu. Là, ça ne s'est pas vu à Zandvoort. Il faudra confirmer la prochaine fois que la McLaren va bien, qu'il soit un peu moins d'une seconde que de Norris, parce que c'était le tarif en Belgique. Et puis, du côté de Ferrari, effectivement, il y a quand même une vraie régularité qu'il n'y avait pas du tout l'an dernier, et une vraie capacité à saisir les bonnes opportunités qu'ils n'avaient plus non plus l'an dernier, parce que la voiture était trop mauvaise. Donc là, on voit un peu un Leclerc plus solide, parce qu'il retrouve justement ce côté où il n'a plus besoin de surconduire. Comme il disait l'an dernier, on l'a vu faire des erreurs au départ, on le voyait faire des erreurs globalement très souvent. Là, on voit qu'il est un peu plus serein, et l'entente avec Sainz a l'air très très bonne. Même si Sainz fait des erreurs, c'est pareil, ça bosse dans le même sens, et en l'occurrence, ça bosse bien. Ils font la 3e ligne, et puis 5 et 7 en course. Donc, pour eux, c'est la saison dont ils avaient besoin, je pense, histoire d'oublier vraiment le fiasco de l'an dernier. Ouais, c'est devenu une très bonne équipe de milieu de grille, en fait, Ferrari. C'est un peu... Alors, c'est triste, évidemment, de dire ça pour l'instant, mais ça montre quand même un certain regain de performance par rapport à l'an dernier, où c'était une mauvaise équipe de milieu de grille. Donc déjà, c'est bien mieux pour eux. 6e place de Fernando Alonso, écoutez, encore une fois, voilà, bon, on va me dire que ça y est, je remets la casquette de la mauvaise foi, tout ça, certes, mais il fait quand même encore un très bon Grand Prix. C'est un miracle absolu qu'il ne finisse pas ou dans les barrières, ou avec un pneu crevé, ou quoi que ce soit au premier tour, parce que c'est complètement fou, mais... D'un autre côté, il y en a un qui va prendre l'extérieur comme un Goret dans le 3e virage, c'est lui, évidemment, c'était... Ça, je ne l'ai pas compris, par exemple, qu'au départ, alors qu'on a vu la F3, on a vu même en qualif, on a vu tout le week-end quand même qu'il n'y avait plus leur trajectoire, tout le monde s'est cantonné à la gauche dans le virage 3, ça a profité à certains qui ont été un petit peu audacieux et qui ont roulé un peu tout le monde. Alonso termine devant Sainz, Ocon fait 9, donc au moins les 2 Alpines terminent dans les points. Ocon un petit peu compliqué quand même dans la fin de ses relais, particulièrement. C'est vrai qu'on a eu ce premier relais où il avait... racontait à la radio qu'Alonso n'était pas très rapide, et puis finalement il a lâché un sacré paquet de temps en fin de relais. Ça a failli mal se finir, comme le dit Milan, entre les deux, avec Giovinazzi aussi. Malheureusement, Giovinazzi, lui, c'était un Grand Prix plus compliqué. Mais Alpine tient la baraque, encore une fois, et c'est bien. C'est-à-dire qu'on sent toujours une progression de cette équipe qui est, ma foi, fort plaisante. Oui, il faut 2 voitures chez Alpine pour contrer une AlphaTauri pour de Pierre Gasly, parce que AlphaTauri a repris 2 points au championnat constructeur à Alpine, donc ça devient maintenant très serré. Je pense que Aston Martin en plus ils ont souffert de leur disqualification en Hongrie, donc ils sont un petit peu plus écartés pour l'instant de la course à la 5e place au championnat. Je pense que ça peut revenir sur la fin d'année, parce que les écarts restent malgré tout assez faibles. Je crois que c'est 47 points entre Alpine et Aston Martin, et plus qu'une petite dizaine de points, ou un peu moins, 6 points peut-être, je sais plus, entre Alpine et AlphaTauri. Donc il faut bien 2 Alpines pour contrer une AlphaTauri. Donc là aussi, c'est une belle bataille pour la 5e place du championnat qui se dessine. Donc c'est constant dans le haut du top 10, enfin dans le bas du top 10 si on part de la 10e place. Pour Alpine, c'est leur place, pour cette année. Ils visent pas de façon beaucoup plus. Maintenant, ils vont essayer de choper cette 5e place au championnat. Ce sera pas évident si Pierre Gasly continue comme ça. Mais ça reste possible, donc 5e ou 6e au final. Donc course honnête des Alpines, et bonne performance de Fernando Alonso, qui franchement s'en sort quand même très bien au départ, parce que ça aurait pu mal se finir pour lui quand même. Ouais, c'est vrai que la manœuvre était osée, mais ça a bien fonctionné. Et l'Alpine, effectivement, c'est la seule équipe qui arrive vraiment à trouver des gains substantiels avec juste les réglages et juste l'exploitation de la voiture. On voit que ça évolue vraiment pour eux. Là, ça fait quand même des double Q3 en Hongrie, double Q3 à Zandvoort. Donc déjà, ça montre que le châssis est bon, que l'équilibre aéro est bon aussi. La voiture est bien, a beaucoup de grippe mécanique. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle pour eux.
Et puis effectivement, de toute façon, ils peuvent compter sur les deux pilotes. Là, Alonso a mieux géré sa course dans le sens où il a fait perdre du temps à Ocon au début parce qu'il gérait ses pneus. Il a fait des fins de relais dans les deux cas qui étaient très très bonnes. C'est ce qui lui a permis, comme tu disais, de passer 6e à la fin de course. Ocon a fait l'inverse. Il a attaqué derrière en voulant passer, en essayant de voir comment c'était possible. Il a cramé ses pneus et finalement, on s'est retrouvé un peu en difficulté. Mais là, je dirais qu'à la limite, c'est plus l'expérience qu'autre chose qui compte et qui rentre en compte. Ocon reste dans le même rythme qu'Alonso, ce qui est super encourageant parce qu'encore une fois, Alonso est une référence à côté de lui. Et je pense qu'après avoir changé depuis, ils n'ont pas gardé le même duo de pilotes depuis leur retour 2 années de suite jusqu'à cette année. Et là, on voit qu'ils ont prolongé le même duo l'an prochain et c'est pas un secret. Je pense que ça fonctionne entre les deux. L'équipe commence à mieux trouver sa manière de travailler avec les deux et on le voit dans les résultats avec un châssis qui est très proche de celui de l'an dernier, une voiture qui n'a pas évolué de la saison quasiment. Hein, ils sont directement passés à autre chose et oui, c'est la recette, en tout cas pas gagnante cette année, mais qui va dans le bon sens. C'est plus compliqué pour Aston Martin, effectivement, comme tu disais, parce qu'eux, ils ont marqué 5 points en 3 courses, ils en auraient marqué 24 sur la disqualification de Vettel. Mais là, ils sont un peu décrochés. Il va leur falloir encore un résultat type Bakou pour amarrer. Sinon, vu leur performance, et spécialement ce week-end où ils étaient vraiment en deçà, j'ai du mal à les voir revenir à mieux que 7e cette année. Donc, je pense que la bataille pour la 5e place se jouera surtout entre Alpine et Gasly, finalement. À voir si Tsunoda arrive à ramarrer un peu Gasly aussi. C'est ça, il faut que Tsunoda remonte un petit peu. Les Aston Martin ont été inexistantes tout le week-end, parce que c'était très compliqué. Mais Manu ? Ouais, non, j'allais dire, en plus, Tsunoda prend quand même 1 seconde 7 par Gasly en qualif, ce qui est un des plus gros écarts cette année entre les deux. Et le prendre au bout de 13 courses, ça fait un peu mal quand même. Donc il va falloir qu'ils trouvent aussi la solution chez AlphaTauri pour que les deux voitures soient. Et là, plutôt peut-être les deux pilotes, malheureusement, soient au même niveau. Tsunoda, malheureusement, là, il n'y a plus rien. Hein, là, en ce moment, c'est très compliqué pour le jeune japonais. Aston Martin, comme on disait, là, il n'y a pas rien du tout. Dis-nous, Franck. Il a l'air un peu paralysé en fait suite à ses erreurs qu'il a fait en essai libre ou en qualification. On lui a dit de faire attention, il a dit qu'il changeait son approche et du coup son approche est peut-être un peu trop prudente pour le coup et il n'arrive plus à passer ou la Q1 ou la Q2 être vraiment. Il arrivait en Q3 avant donc voilà, après Zandvoort c'est quand même un circuit un peu particulier. Il faut vraiment du courage. Hein. Je pense pour avoir vraiment vu les essais, vraiment bien regarder les trajectoires et tout ça, il faut vraiment engager. Hein. Il faut avoir une confiance dans sa voiture pour aller chercher un temps. Il y a des virages très très rapides dans le secteur 2 où il faut vraiment se lâcher, il faut avoir confiance dans sa voiture. Et je pense que Tsunoda, un petit peu paralysé par les propos de Marco et de Tost, de faire attention, de ne plus planter sa voiture pour rien, peut-être que c'est ce qui lui a aussi privé de cette capacité d'attaque. Donc, et à Zandvoort, l'attaque ça fait tout parce que le circuit est court et il n'y a pas beaucoup d'occasions de faire de la différence. Quoi. Puis il y a des virages pour gros cœur aussi à Zandvoort, donc effectivement, il faut les savoir bien accrocher, comme on dit souvent, et c'est un petit peu compliqué pour ceux-là. Il y avait juste des questions dans le chat. Il y a Nico qui dit est-ce que Tsunoda a été confirmé pour l'année prochaine? Donc non. Et on nous dit, Manjox qui dit il va l'être, il est protégé par Honda. Il faut savoir qu'il est protégé par Red Bull aussi. C'est quand même le vrai élément jeune de Marco qui veut voir triompher et avoir du succès. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais de toute façon, comme l'a dit Franz Tost, donc le directeur d'AlphaTauri, il n'a juste aucune alternative à Tsunoda pour l'an prochain. Lawson et Vips ne sont pas prêts, Auger est trop jeune. Donc pour l'instant, malgré les bons résultats de Lawson en DTM ce week-end, il n'y a pas d'alternative sérieuse à Tsunoda. Donc il y a de très fortes chances, vu son jeune âge et son manque d'expérience, qu'il lui offre une deuxième année pour dire voilà, au moins, on aura quand même tenté quelque chose. Je pense qu'ils ont aussi compris que la méthode de virer un pilote par an, c'est pas la meilleure. Et ils vont essayer de le faire aller au bout, quoi, au moins pour voir jusqu'où il peut progresser. Et puis ils ont Gasly. Ils ont une assurance tout risque qui est Pierre Gasly. Ils peuvent se permettre un peu de tâtonner avec la deuxième voiture. Donc c'est plutôt pas mal pour eux. Les Aston Martin font 12 et 13. Écoutez, ils ont été inexistants tout le week-end. Bon, Sébastien Vettel fait un tête à queue histoire qu'on voit la voiture pendant le Grand Prix. Mais sinon, c'était pas grand-chose. Chez Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi, c'est vraiment dommage. Crevaison lors du Grand Prix, mais surtout un premier relais qui n'a pas été top non plus, alors qu'il a fait une superbe qualif. Il faut quand même saluer la performance d'Antonio Giovinazzi qui se qualifie 7ème. Robert Kubica, lui, il fait ce qu'il a pu. Hein, le pilote polonais, il est arrivé samedi matin au pied levé pour remplacer Kimi Räikkönen, positif au Covid. Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est que ça a l'air d'aller pour Kimi. On a vu une vidéo sur son Instagram, voilà, il est là, il est présent, il a l'air bien, il est pas emmitouflé dans un plaid en train de grelotter de froid et de tousser, tout va bien, il a l'air d'être plutôt asymptomatique et on espère qu'il pourra vite reprendre le volant. Mais voilà, M. Kubica a fait le boulot, hein, on ne pouvait pas s'attendre à mieux.
très clairement de la part du Polonais. Vas-y, Franck. Non, mais Kubica, voilà, il est appelé à la dernière minute, et donc il loupe une journée en plus. Il loupe le vendredi, effectivement, pour s'acclimater à l'Alpha. Il n'avait pas piloté en Grand Prix depuis chez Williams, donc aussi, voilà, il faut s'habituer aux procédures Grand Prix chez Alfa Romeo, même s'il suit ça depuis les stands ou depuis les garages depuis 2 ans. Voilà, c'est autre chose que d'être dans la voiture. Donc voilà, il a fait le job, il a pallié au manque de Kimi Räikkönen. Il a comment dire, j'avais un mot en fait pour lui, c'est voilà, c'est le guerrier quoi. Il est là pour soutenir la baraque. Alors il y a le sponsor Orlen qui a de toute façon n'aurait pas accepté qu'un autre pilote remplace Kimi Räikkönen pour ce Grand Prix. C'est quand même le sponsor titre de l'équipe et le sponsor personnel de Kubica. Donc il n'y a pas trop de questions à se poser sur qui allait remplacer Kimi Räikkönen. Voilà, il y a eu quelques doutes à un moment quand Alfa Romeo a annoncé le test positif au Covid de Kimi, mais qu'il n'y a pas eu la confirmation dans le même communiqué de l'arrivée de Kubica. Ça n'a duré que quelques minutes, mais voilà, il y a eu quelques interrogations. Non, Kubica, il a fait le job sans aucun souci, avec les limitations qu'on lui connaît maintenant. Voilà, son bras droit qui est quasiment paralysé en termes de mouvement au niveau de ses mains. Donc voilà, il pilote toujours avec une seule main. Donc à Zandvoort, en plus, je peux vous dire que c'est pas évident, quoi. Il faut la tenir la monoplace. Donc il n'avait pas du tout été ridicule face à Giovinazzi, qui lui en plus, je reviens juste un peu sur Giovinazzi, qui s'était bien montré quand même au départ, qui était du week-end, qui réussissait à être dans le top 10. On s'est dit tiens, ça y est, il a été titillé pour son baquet l'année prochaine. Puis bon, effectivement, il se qualifie bien, mais en course, c'est de nouveau, voilà, il s'écroule de nouveau. C'est pas son truc apparemment la course avec l'Alfa Romeo. Donc je sais pas si on le reverra l'année prochaine. J'en doute un petit peu maintenant. De plus en plus, voilà, c'est le soufflet est retombé, j'ai l'impression du côté de Giovinazzi, mais voilà, bravo à Kubica pour avoir assuré le tout. Et je voulais juste revenir sur la petite rumeur, voilà, qui disait que Kimi Räikkönen aurait claqué la porte d'Alfa Romeo, qui a pu être entendu ce week-end. On n'imagine pas une seule seconde Alfa Romeo et la FIA émettre des communiqués avec des tests positifs qui seraient falsifiés juste pour couvrir une éventuelle saute d'humeur de Kimi. Parce que sa retraite aurait été forcée ou autre chose. C'est pas du tout le cas, on peut pas imaginer ce genre de choses. La FIA se mouillerait en tout cas pas pour une équipe pour ça. Donc Kimi Räikkönen a bien été testé positif au Covid. Alors on a appris qu'il a été bien vacciné par Pfizer donc en mois de mars et en avril à Bahreïn. Donc effectivement ces 2 doses remontent un petit peu, donc avoir une 3e dose, pourquoi pas maintenant pour le senior Kimi, mais ça donne aussi un de l'espoir pour Monza, parce que du coup la charge virale pourrait peut-être redescendre assez vite dans la semaine, et peut-être qu'avec un double test négatif juste avant Monza, il pourrait déjà reprendre le vol à Monza. Voilà, ça serait le point positif pour lui. Et avant qu'on se réjouisse, si jamais, alors, pas pour se réjouir d'un test positif, mais non, hein, comme on l'a indiqué dans le chat, Théo Pourchaire ne remplacera pas Kimi Räikkönen à Monza. De toute façon, il roule en F2. Et je pense et puis il n'y a pas la super licence, de toute façon. Il n'y a pas la super licence, ouais. En fait, Pourchaire, faut pas idéaliser. Il est très bon, mais il est très jeune. Hein. L'an dernier, il était qu'en F3. Laissons-lui le temps. Il n'y a pas d'urgence. Même Frédéric Vasseur dit il n'y a pas d'urgence. Il n'est pas encore certain. Alors, c'est un peu le problème du format F2 cette année. Il n'a pas eu assez d'éléments pour voir ce que donnait Pourchaire sur l'ensemble d'une saison. Pourchaire donne des bonnes choses en interne quand il fait des essais du simulateur, ça c'est certain. Maintenant, en l'occurrence, on a eu Frédéric Vasseur en interview sur NextGen, et comme il a dit, je crois même pas que Théo Pourchaire ait le permis, il vient d'avoir 18 ans, il y a le temps. Donc il ne faut pas le précipiter. De toute façon, il n'y a pas le risque, comme Schwartzmann par exemple, qui se fait un peu oublier par la Ferrari parce qu'il fait une moins bonne saison cette année. Vasseur n'oubliera pas Pourchaire l'an prochain si Pourchaire n'est pas meilleur, ou si Pourchaire marque un peu le pas en F2. Il en fait un pilote d'avenir, il en fait un futur pilote sober, il l'a dit clairement. Et du coup, il n'y aura pas d'inquiétude si Pourchaire n'est pas pris l'an prochain. Il ne ratera pas son occasion. Donc il faut lui laisser le temps. Et en l'occurrence, là, de toute façon, pour Monza, il n'a pas la super licence. De toute façon, si Räikkönen est pas là à Monza, ce sera Kubica encore, puisque Callum Ilott est aux États-Unis pour l'IndyCar. Donc il n'y aura pas beaucoup de candidats. Et puis Kubica a la super licence, il est au niveau, donc il n'y a pas de raison. Sa performance à Zandvoort est très bonne. Monza est moins exigeant pour les bras, donc il n'y a pas de raison. Et puis comme il a dit à la fin de la course, c'est la première fois depuis 2010 qu'il a une F1 pour se battre et qui se fait plaisir au volant, donc autant lui laisser une course en plus.
circuit, parce que c'est sûr qu'avec Williams, il se battait pas des masses, le Robert. Derrière, on a justement les deux Williams, qui font 16 et abandon, puisque Russell abandonne dans les derniers tours. Nicolas Latifi, c'est dommage. On sent quand même que Latifi, il y a quelque chose. On en parlait souvent comme vraiment le bras droit de George Russell, qui se faisait vraiment oublier, mais depuis 2-3 courses, à Spa et ici, il montre quand même des prestations assez bonnes. Alors malheureusement, il se crache en qualif le samedi, sur une petite erreur, mais qui fait partie de Zandvoort. Il roule sur de l'herbe, oui, il y a de l'herbe à Zandvoort, c'est pas le cas sur tous les circuits, mais il y en avait. Mais à part ça, on sent quand même qu'il retrouve un rythme. Ça peut être positif pour Williams si il est reconduit, ce qui devrait être le cas d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, pour l'an prochain. Peu importe son équipier, c'est bien pour Williams de dire qu'ils commencent à avoir une valeur quasiment sûre, parce qu'il se crache rarement. Et voilà, il fait le boulot maintenant. Ouais, on en parlait avec Manu pendant les qualifs. J'ai dit, tiens, ça peut être la première qualif où George Russell pourrait se faire battre. C'était, parce qu'il y avait 3 livres quand même qui étaient très très solides de la part de Latifi. Bon, malheureusement, il se sort de manière costaud, 38G quand même. Ouais. Il plie la voiture sur le coup. Mais ouais, jusque-là, il était vraiment dans le rythme de Russell, voire même un petit peu devant sur. Russell a un petit peu plus de mal sur ce week-end-là avec la voiture. Alors, en qualif, il a vraiment beaucoup de chance de ne rien casser sur sa voiture en sortant en marche arrière comme ça. Contrairement à Latifi, Russell, il sauve sa voiture. Je ne sais comment. Il effleure le panneau du sponsor en bout de barrière de pneus. Il a vraiment beaucoup de chance. Mais voilà, non, ça aurait pu passer. Ça aurait pu être la première de Latifi face à Russell. En tout cas, c'est pas passé loin. Alors, pour Russell, ce qui est formidable, Franck, c'est que tu dis effectivement, et on a tous ressenti ça, qui était un peu moins bien ce week-end. Maintenant, on en est à un point où il est moins bien et il se qualifie 11e avec sa Williams. Donc, c'est super positif pour l'équipe. De toute façon, Williams, il y a des vrais gros progrès. Encore une fois, c'est pareil. Eux, c'est vraiment purement l'exploitation et l'organisation de l'équipe, puisqu'ils ont un châssis, la base de châssis est la même depuis 2019. Ils ont un petit peu fait des évolutions, mais tant que Dorilton n'était pas là, et Dorilton arrivait en fin d'année dernière, il n'y a pas eu grand-chose de fait. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 ans, c'est une équipe qui rate la moitié des essais hivernaux parce qu'il n'y a pas de budget pour finir de construire les voitures. Donc les progrès semblent difficiles et longs, mais ce qu'ils ont réalisé en 2 ans, c'est absolument immense. Russell en est grandement responsable, et puis nouveau management aussi. Et effectivement, la passation de flambeau avec Latifi pour que Latifi devienne potentiellement le leader de l'équipe, elle n'est pas loin s'il continue à marquer les progrès qu'il a marqués depuis le début de saison. Ouais, donc c'est positif chez Williams. Et puis on va se lancer dans notre deuxième sujet, puisqu'il n'y a qu'une seule équipe, vous aurez remarqué, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais rassurez-vous, on va en parler maintenant. C'est l'écurie Haas, du coup, avec Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Bon, dire que le torchon brûle, je pense, serait un euphémisme, parce que franchement, ça devient très compliqué, je pense, au sein de l'écurie américaine. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi tout le feuilleton, samedi en qualification, Nikita Mazepin était colère, il était rouge, bouillant de colère, l'ami Nikita Mazepin, parce que selon lui, Mick Schumacher n'aurait pas respecté en fait le protocole habituel chez Haas, c'est-à-dire de faire en sorte qu'à chaque Grand Prix, c'est une voiture différente qui est la première à prendre la piste. C'est un avantage quand même d'être le premier à prendre la piste dans une équipe, puisqu'on bénéficie en général d'un peu plus de pistes claires. Pour avoir revu toutes les caméras embarquées, tout ça, c'est très facile de taper sur Nikita Mazepin. Je pense que c'est un sport national en Formule 1 depuis le début de l'année. Force est de constater qu'il a raison. C'est-à-dire qu'il sort des stands, il y a Mick Schumacher derrière lui, donc effectivement, Haas l'a lancé en premier, donc c'est le protocole. Je veux savoir déjà ce que vous pensez de cet incident précis, après on parlera de toute l'ambiance générale chez Haas qui est délétère, mais Franck, j'ai pas l'impression que Nikita Mazepin ait fait de grosses bêtises, à part en fin de tour, mais c'est la colère qui parle peut-être. Non, effectivement, je pense que s'il y a une procédure en place, comme elle peut l'être chez Mercedes notamment, Mercedes fait pareil, l'alternance à chaque week-end entre Bottas et Hamilton pour savoir qui part en premier des stands pendant les qualifications, à Mick Schumacher de s'y conformer. Indépendamment du rythme qui était plus ou moins lent de Nikita Mazepin devant, Mick Schumacher s'est plaigné un petit peu du refroidissement de ses pneus, et il aurait demandé l'autorisation à son ingénieur de passer Mazepin, ce que l'ingénieur aurait fait. Alors pour moi, ça c'est une faute assez grave, parce que si c'est vraiment son ingénieur qui a donné l'ordre à Mick Schumacher de passer devant Mazepin, c'est totalement contraire aux ordres d'équipe. Donc il y a déjà de ce côté-là des choses à faire. C'est pas un ordre. Enfin, il a pas de. C'est un peu C'est-à-dire que le problème pour moi, je peux entendre comme tu le dis, Schumacher s'il trouve que ça va pas assez vite devant, il demande à passer. Et effectivement pour ne pas foutre en l'air son tour.
Maintenant, ils demandent à passer Mazepin, ils sont encore dans la ligne des stands. Hein. C'est-à-dire ils sont même pas encore sortis du virage, qu'il est déjà en train de demander à son ingénieur. Il tente de passer Mazepin avant le virage 2. Donc là, on vient à peine de sortir des stands. Mazepin lui ferme la porte, quelque chose de sérieux, mais on a l'habitude maintenant avec le pilote russe. Et son ingénieur, en fait, moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'il est tout penaud. T'as l'impression qu'il est là sur son mur, qu'il regarde même pas ce qui se passe, et il répond juste oui, bah essaye si tu veux passer, fais-le plutôt en début de tour, fais-le au virage 3, mais c'est pas un ordre, quoi. C'est vraiment genre, fais ce que tu veux, débrouille-toi, qu'est-ce que j'en ai à faire, c'est un petit peu ça qui ressort. Schumacher, le passe sympa, parce qu'au mois de septembre, tu sais que c'est la rentrée des alternants, des stagiaires, il faut quand même le temps qu'ils se forment un petit peu. Hein. Donc, voilà. C'est gentil quand même de chez As de mettre leur stagiaire de 3ème sur le bureau des stands, mais enfin, est-ce que c'est vraiment productif? Je ne sais pas. Pose des questions. Non, mais c'est clair qu'il va falloir remettre un peu de. Voilà, il faut avoir serré la vis clairement entre les deux, parce que, comme tu dis, le torchon brûle, je pense que le torchon brûle depuis un petit bout de temps. Là, c'est la cuisine qui brûle, et maintenant, il faut éviter que ce soit la maison qui brûle. Parce que, indépendamment de l'accident en qualif, il y a aussi un gros fermage de porte en course qui aurait pu très mal se terminer entre les deux pilotes As. Et c'est vrai, les accidents qui sont vraiment pas nécessaires du tout entre ces deux pilotes qui de toute façon ne se battent pas du tout pour les points. Ils sont là pour apprendre, ils sont là pour apprendre à gérer une course, à gérer des pneus, à gérer des ordres d'équipe, à gérer des ravitaillements, enfin dans des changements de pneus. Ils sont là pour apprendre le métier pour l'année prochaine. Pourquoi aller se mettre bêtement sur la figure? Je pense que c'est une bataille de coqs. Et ils doivent savoir que entre Gunther Steiner, qui se doit un petit peu de défendre le nom Mick Schumacher d'un côté, le nom Schumacher, et parce qu'il y a aussi le sponsor One and One derrière qui allonge quand même une bonne dizaine de millions d'euros, et de l'autre côté Papa Mazepin qui est sponsor titre de l'équipe Ural Kali et qui injecte encore plus d'argent. Donc voilà, c'est vraiment une bataille entre les deux, et je pense que Gunther Steiner au milieu, il est pris entre deux feux. Il ne sait pas comment gérer ça encore de manière extrêmement ferme. Il n'a pas la même autorité qu'il peut avoir. Parce qu'on nous a dit pourquoi est-ce qu'il n'agit pas comme avec Romain Grosjean et Kevin Magnussen, s'emporter clairement dans les médias, dire voilà, tel pilote a fait une connerie, voilà, c'était vraiment son mot, bullshit, connerie, stupidité. Il ne l'a pas fait avec aucun de ces deux pilotes. Parce que voilà, les deux ont pour l'instant chacun des arguments à faire valoir. Et As n'a pas encore cette légitimité pour leur dire d'arrêter de faire leurs bêtises. Et au bout d'un moment, ils vont quand même falloir qu'ils comprennent, parce que ça va très mal se passer. Au bout d'un moment, il y aura un gros crash. Ça sera dommageable pour l'image de l'équipe, ce sera dommageable pour les finances de l'équipe, et ce sera dommageable pour le management de Steiner aussi. Et Steiner risquerait de ne pas s'en remettre aussi. On en discutait un petit peu avec Manu, je pense qu'il va être d'accord avec moi. Si Steiner ne maîtrise pas ces deux pilotes, c'est Gene Haas qui risque d'intervenir. Voilà, c'est mon analyse à chaud. Ouais, globalement, mon avis, c'est un mix de vos deux avis. C'est-à-dire que, comme tu dis, Michael, on sent que l'ingénieur ne sait pas trop quoi dire à Schumacher quand il demande la permission d'un truc qui n'a pas été fait avant, qui n'a pas été vu avant. Il n'y a pas eu de briefing net, on dirait. En tout cas, pas de briefing commun entre les deux équipes, dans l'équipe. Et effectivement, Steiner est incapable de réellement imposer son management, son style de management qui est pourtant très, très poussé. Et finalement, ça montre qu'il n'y a personne à la tête de cette équipe, en fait. C'est-à-dire que ça patauge dans tous les sens. On laisse les pilotes faire jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose et qu'il y ait quelqu'un d'autre au-dessus. Alors, ce sera Mazepin, ce sera Ferrari, ce sera Haas ou ce sera la FIA qui prendra une décision pour dire. Mais on dirait que finalement, Steiner n'est pas capable de prendre une décision parce que on dirait un peu l'enfant de deux parents qui s'engueulent entre Ferrari d'un côté et Mazepin de l'autre. Finalement, il faut ménager, on essaie de se faire discret avec les deux. Et puis, il ne sait pas trop comment. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de dialogue avec les pilotes. En fait, on dirait qu'il a un peu de dialogue avec Schumacher, pas du tout avec Mazepin. Et on a l'impression qu'il ne sait pas trop comment leur parler. On dirait qu'il ne veut pas surpasser son rôle face à Ferrari pour Schumacher. Et on dirait que le clan Mazepin est vraiment à part dans l'équipe. Et d'ailleurs, il y a des rumeurs qui disent que Mazepin voudrait placer quelqu'un de ses connaissances à la place de Steiner. Donc ça, c'est pas impossible. C'est des rumeurs qui remontent un peu, mais elles font surface régulièrement. Et on dirait quand même que le but de Mazepin, c'est vraiment de monter une partie de l'équipe autour de son fils. Et puis de la suite, le reste, on voit comment ça se passe. Et le gros souci ce week-end, donc il y a quand même Schumacher qui fait cette demande qu'il ne devrait pas faire en qualif, qui déclenche l'incident. Et le lendemain, c'est Mazepin qui riposte. Schumacher pense que Mazepin a riposté pour l'incident des qualifs. Sauf que Mazepin a aussi fait la même chose à Latifi et à Perez quand ils ont essayé de le dépasser. Tout le monde, hein. Il se décale à chaque fois. C'est un truc qu'il a fait déjà sur Schumacher à Bakou, qu'il a fait déjà sur Schumacher au Paul Ricard,
Et voilà, donc ça va finir par un accident. Il n'y a pas de raison que ça finisse pas comme ça, parce que personne n'y fait rien. Même la FIA ne met pas de pénalité, ne fait pas de convocation. Ce que je trouve vraiment dommageable, parce que hier, Mazepin, pour le coup, le fait 3 fois et il devrait être au bout d'un moment convoqué chez les commissaires. Magnussen était convoqué à l'époque, quand il a fait ça au Japon sur Leclerc ou à Bakou. Il a été convoqué, il n'y a pas eu de sanction, mais il y a au moins eu convocation. Là, même pas. Alors bon, je veux bien qu'on les laisse courir, mais au bout d'un moment, il ne faudra pas s'étonner s'il y a un gros carton. Et moi, l'élément qui m'inquiète le plus chez Haas, au-delà des 2 pilotes, c'est la communication. Où on voit qu'en fait, c'est totalement muselé, c'est-à-dire que le communiqué de presse hier, c'était Schumacher qui dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé, je perdais beaucoup de performances et on a changé mon aileron ». Ça, c'est le communiqué officiel. Et en fait, dans les médias, il a dit « Malheureusement, on a encore eu un incident en début de course avec mon équipier, ça a causé le problème et j'ai dû m'arrêter ». Donc déjà, on voit qu'ils essayent de noyer le truc pour que les gens, finalement, qui ne sont pas le public, en fait, qui va lire les CP ou qui va faire des communiqués, qui va faire quelque chose comme juste ça, ne voit pas, en fait, l'étendue des dégâts. Mais malheureusement, pour eux, en tout cas, de toute façon, les pilotes seront toujours interrogés à chaud. Il y aura toujours des choses qui vont sortir dans la presse et ils ne vont pas pouvoir noyer ça longtemps. Donc, il va falloir qu'ils trouvent une solution, un savoir-vivre ensemble. Et moi, pour moi, Steiner, même s'il ne se fait pas dégager, j'ai du mal à penser qu'il continue comme ça parce que lui, qui est très cash, très franc avec ses pilotes, je pense qu'il a du mal à se regarder dans la glace en ce moment en se disant « Je ne manage pas du tout comme je voudrais ». Ouais, il fait carpette. Ce que tu reviens sur Manu, sur ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, on a l'habitude de travailler les communiqués de presse, notamment. Et jusqu'à l'an dernier, ils étaient toujours hyper sincères. Quand il y avait un souci, il y avait aucun, voilà, c'était exposé, il n'y avait pas de souci, ça en parlait. Les pilotes, Steiner, s'était exposé sans aucun souci. Et même en termes de photos de presse, parce qu'on nous fournit des photos de presse, voilà, pour les gens qui ne savent pas, des photos d'incidents impliquant les Haas, des Haas qui sortent de piste. D'habitude, vous ne donnez pas d'image de votre voiture voilà, en délicatesse ou en accident. Eux n'hésitent pas à le faire. Voilà, on a eu un incident, on vous fournit la photo, vous l'avez. Cette année, là, depuis quelques Grands Prix, en fait, depuis Paul Ricard, c'est terminé. S'il y a le moindre souci, ce n'est plus du tout répercuté dans les médias. Donc, je suis un petit peu remonté dans l'historique des communiqués. Et il y a vraiment ça a été muselé totalement. Alors, est-ce que c'est Haas qui muselle ou est-ce qu'on demande à Haas de museler sa communication, c'est-à-dire via Mazepin ou via One and One, voilà, parce que certains parlent de Papa Schumacher dans le chat, mais je pense que Papa Schumacher ne veut pas dire grand-chose pour l'instant à son fils. Il muselle pas grand monde en ce moment, malheureusement. Voilà. Malheureusement, donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé chez Haas, qui se passe en interne. On va attendre la saison 4 de Drive to Survive pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et qui a demandé à museler Steiner. Je pense que ça va être compliqué pour Netflix, là, parce qu'il y a bien du coup 4 épisodes qui sautent là, parce que si vous ne savez pas Steiner qui parle pendant 2h30, la série est beaucoup moins intéressante. Mais c'est vrai que vas-y Manu. Non, pour compléter ce que dit Franck, c'est depuis Bakou en fait qu'on a ce changement, je trouve, sur les communiqués. Où avant, même je me rappelle à Bahreïn justement, ils ont montré une photo de la sortie de Mazepin, alors que c'était quand même pas forcément glorieux. En France, on a eu des photos des sorties aux essais libres, mais c'est tout. Et sinon, c'était assez. En Hongrie aussi, on a eu Schumacher. En Hongrie aussi, ouais, c'est vrai. En libre. Mais par contre, tout ce qui est incident entre les deux, effectivement, à Bakou, le communiqué n'en faisait pas du tout, ne l'évoquait pas du tout. Et on voit un petit peu de changement là-dessus. Et je vois dans le chat, on dit on a un avis de Gionas. Et ben non, en fait, ça va aussi avec le fait que Gionas ne communique plus du tout sur son équipe de F1. Ouais, Gionas, il est plus dans le paddock. Il est aux États-Unis avec son équipe avec sa structure de 4 voitures en NASCAR où ça se passe mieux. Et en fait, je pense que le désengagement de Gionas, il est progressif. La voiture est aux couleurs du drapeau russe. Il y a encore son nom sur les flancs de la voiture, mais le nom de l'équipe, c'est bien Uralkali assez fin, et pas l'inverse. Donc, je pense que on se dirige tout droit vers une prise de contrôle totale de Mazepin. Ça, c'est pas un secret. Tout le monde l'a vu arriver comme ça, et je pense que la communication de chacun montre que c'est le cas. Maintenant, l'inquiétude pour eux, c'est encore une fois de savoir les répercussions que ça va avoir en interne et sur la gestion de 2 pilotes, parce que même si Mazepin prend le contrôle de l'équipe et veut gérer son fils et faire avancer son fils, il y a un deuxième pilote, il y a des enjeux avec Ferrari, et si ça ne clash pas avec Steiner, ça clashera forcément au moins avec la Ferrari Driver Academy à un moment ou à un autre. C'est ça, et c'est-à-dire que Guillaume nous demande dans le chat également, est-ce que c'est possible que Günther Steiner se barre de lui-même si un jour c'est un trop marre ? Oui, c'est-à-dire on a clairement l'impression qu'il préfère largement opérer sous les ordres de Gionas que ceux du père Mazepin. Donc voilà, à partir du moment où, à mon avis, à partir du moment où Haas se désengage, il se désengagera aussi et dira au revoir. Et puis voilà,
Gunther Steiner, je pense qu'il n'y a pas besoin de rester chez As, s'il doit être la marionnette de Dimitri Mazepin et juste l'homme de main qui doit... Parce qu'en gros, son rôle deviendrait simplement de gérer le deuxième pilote à côté de Nikita, quoi, et de dire, voilà, tu te calmes, tu vas doucement, oui, il fait n'importe quoi, mais voilà. Ouais, c'est ça, son rôle, ça viendrait étouffer les problèmes, en fait. C'est-à-dire tout l'inverse de ce qu'il fait depuis qu'il a pris le contrôle de Haas à la création de l'équipe. Là où, justement, il exacerbait les problèmes, on le voyait même des fois, il était assez violent avec les pilotes, il les affichait devant le reste de l'équipe, au repas de l'année, en fin d'année. Il était capable de vraiment... blesser les pilotes dans leur ego. C'est son management hyper bourrin, on le sait, mais qui fonctionnait aussi parce qu'on a vu des réveils de la part des deux, où il prenait la radio pour dire à Magnussen de littéralement la fermer. Enfin, vraiment, c'était un management hyper impliqué, hyper bourrin, encore une fois, et je pense que c'est la manière dont il gère ça. Il faisait pareil chez Jaguar, il faisait pareil en NASCAR, il a toujours fonctionné comme ça, en fait. Donc là, se retrouver à faire, comme tu dis, l'homme de main et puis à juste étouffer les problèmes, je pense que c'est quelque chose, encore une fois, pour moi, il ne peut pas se regarder dans la glace comme ça. Donc je pense que si... Je vois pas passer l'année suivante avec As, en tout cas. Je regardais la dernière prise de parole de Gene Haas, ça remonte même pas cette année, ça remonte même pas aux essais de cet hiver. Je pense que c'est assez clair en termes de stratégie, c'est-à-dire qu'à mon avis, il va attendre de voir ce que va donner la F1 de 2022. Si ça progresse, pourquoi pas conserver l'équipe et puis continuer à jouer sur son nom. Faut pas oublier que maintenant la Formule 1 rentre dans un système d'un petit peu de franchise avec 10 équipes qui sont bien établies, qui reçoivent de bons revenus de la FOM. Ils seront pas au plafond l'année prochaine, mais ils seront pas loin. Je crois que toutes les équipes seront au plafond sauf As. Donc c'est pas mal du tout. Donc il vendra pas à perte. Donc je pense qu'il va attendre effectivement de voir ce que vaut la F1 de 2022. Et si effectivement ça va pas bien, oui, ça sera vendu à mon avis ou à Mazepin ou à Uralkali, et on entendra plus parler de Steiner et de tout le clan Gene Haas, voilà, qui a été mis derrière tout ça. Donc je pense qu'il va essayer de tenir encore jusqu'à la fin de la saison, voir ce que va donner la fin de 2022. Je vois pas ça casser avant. Ce serait vraiment suite à un énorme malentendu entre les deux pilotes et comme tu dis, un gros crash qui pourrait peut-être mal se terminer pour l'un des deux pilotes. Je le souhaite pas, mais vu comme ça part, les coups de roue entre équipiers, ils sont monstrueux, quoi. Quand vous regardez de nous les replays, c'est hyper dangereux, quoi. C'est limite de la tentative d'assassinat, quoi. Donc attendons de voir s'il arrive à calmer ça et ce que donnera la F1 l'année prochaine. Sobright and Delicate nous demande qu'a fait Mazepin en F2, les mêmes décalages. Globalement, c'était la même chose. Il a des victoires, quoi, mais bon. Mazepin a envoyé un panneau, les panneaux qu'ils mettent devant les pilotes à l'arrivée. Là, il en a envoyé un sur Tsunoda en le percutant avec sa voiture parce qu'il était frustré d'être deuxième. Donc, Attendez-moi, j'ai le droit de dire quelque chose qui va m'envoyer en enfer ou c'est... Vas-y. C'est-à-dire qu'il lui a envoyé le panneau, mais il faisait la même taille que Tsunoda, quoi, donc c'était vraiment dangereux du coup. Mais voilà. C'est moche. C'est moche, mais bon, que voulez-vous. Ça n'est pas une émission. Bon. Non, mais oui, voilà. C'est vrai que le problème, c'est que c'est son fait marquant de la F2. Vous pensez à Mazepin en F2, c'est le coup du panneau, donc bon, c'est pas terrible. Ça et ses décalages à Bahreïn où il a pris 2 fois 5 secondes. Enfin, il a été pénalisé à chaque course parce qu'il s'est décalé à chaque fois de manière totalement déraisonnable. Nico Rosberg aurait été fier, vu que c'est un peu ce qu'il faisait à l'époque à Bahreïn. All the time you have to leave the space. Il avait raison, le Fernand, ce jour-là. Mais c'est vrai que globalement, quand même, chez Haas, voilà, ça semble compliqué, c'est-à-dire qu'ils en ont pas besoin vu que les performances ne sont pas au rendez-vous. Si à la rigueur, bon voilà, ils se battaient pour des points ou quoi, on pourrait comprendre qu'il y ait cette mauvaise ambiance parce qu'il y aurait des rivalités qui feraient que voilà, ils pourraient aller chercher des choses réelles, mais là, à part foutre les deux voitures hors course un jour, ce qui va arriver, on va pas se le cacher, et il vaut mieux espérer que ce soit sur un virage lent parce qu'il y en a un qui va louper un freinage plutôt que en pleine ligne droite comme c'est parti comme c'est parti en ce moment. Mais ça va arriver à un moment donné, un double abandon des As parce qu'ils se seront pris la tête un peu trop. Et c'est vrai que, comme vous le dites, en fait, le truc, c'est qu'on les laisse dire n'importe quoi en interview. C'est qu'ils y vont, mais ils sont roue libre, les deux, quoi. C'est vraiment... Mazepin, le premier truc qu'il dit, c'est limite s'il insulte pas son équipier parce qu'il n'a pas respecté le code. Mick Schumacher, qui explique à tout le monde que, globalement, son équipier, pour lui, c'est pas quelqu'un qu'il apprécie, que vraiment, c'est limite lui qui fout une mauvaise avance. Donc c'est compliqué, quoi. Ouais, et pourtant, Mick Schumacher, c'est un calme, en plus. Et oui. Je pense qu'il en a vraiment marre, Schumacher. Après...
je crois que, en fait, ce qui est marrant, c'est que normalement, le protocole des équipes, c'est il faut un petit brief de communication avant. On dit à peu près globalement ce qu'on va dire devant les médias. On dit ce qu'on a à dire devant tous les médias. Et ensuite, les équipes font un communiqué qui reprend l'ensemble des déclarations et qui les mixe. Et là, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de briefing. Ils laissent dire aux pilotes ce qu'ils veulent. Et ensuite, ils font dire aux pilotes ce qu'ils veulent. Donc, c'est-à-dire que peu importe s'il n'y a pas de lien avec, on enlève les propos déplaisants, on en met d'autres. Il y a des trucs qui sortent qu'on n'arrive même pas à voir exactement d'où. C'est vraiment réécrit en fait, et ils réécrivent l'histoire, mais en fait ils se rendent pas compte que l'histoire tout le monde la voit, donc du coup au-delà du désordre que ça montre en piste, ça va rapidement montrer un désordre aussi de communication et sur la manière de gérer l'équipe. Et encore une fois, moi je pense que Giovinazzi restera l'an prochain parce qu'effectivement, comme tu dis, on n'est pas à l'abri que sa voiture fonctionne mieux, et Haas a été une équipe qui a vite su passer du fond de peloton à la 4e place en 2018, et il espère encore pouvoir faire la pub de son nom et de ses machines-outils, puisque lui, c'est ce qu'il vend au départ comme ça, parce que c'est un bon marché l'Europe, mais si en 2022, c'est la même chose, de toute façon, il abandonnera l'équipe en limitant ses pertes financières et basta. Ouais, il a une entrée en F1 qui vaut 200 millions d'euros quand même, donc il ne veut pas lâcher comme ça non plus. Arriver en F1 avec en plus de bons partenariats, des partenaires techniques solides, un motoriste, Ferrari qui reprogresse à nouveau avec son moteur, c'est pas donné à tout le monde. Et si on doit lâcher 200 millions à la FOM ou à la FIA pour pouvoir s'inscrire au championnat, il vendra pas son équipe au premier venu, et il le vendra peut-être même pas à Mazepin. Donc Gina, je pense il sent qu'il a une pépite. Il a aussi travaillé pour ça, le système un peu de franchise, de limiter à 10 équipes. Ils sont quasiment sûrs de toucher tout le temps des primes de la part de la FOM. Rien que les primes de la FOM de Haas, ça remonte à ça fait une somme de 53 millions d'euros, d'après ce que j'ai calculé sur l'année dernière, en finissant en dernière l'équipe, dernière du championnat, donc 53 millions d'euros, vous en rajoutez 15 ou 20 et vous faites la saison quand même, quoi. Donc il va pas lâcher ça comme ça, quoi. C'est presque gratis pour lui. Ismema qui dit dans le chat, Michael pourrait prendre en charge leur communication. Non, parce que j'ai entendu dire qu'il n'y a pas de prime de risque, et donc non, c'est pas, ça en mériterait une, chargé de communication chez ASF1, mais non. Du coup, en fait, c'est pas prévu. Il y a un truc qui est marrant, c'est que finalement, Giovinazzi, avec la façon, le business model qu'il a en F1, qui est d'acheter des pièces, d'acheter un peu de sous-traiter et tout ça, il a pas, c'est un des propriétaires qui a le moins dépensé. Et avec la valorisation de la F1 depuis l'arrivée de Liberty et la façon dont les équipes ont été valorisées, c'est depuis le changement de propriétaire et le changement de fonctionnement, c'est peut-être finalement un des rares propriétaires de F1 qui va gagner de l'argent le jour où il revendra son équipe. Là où les autres finalement sont toujours en perte ou carrément en faillite. Comment on rappelle ce fameux dicton, si vous voulez sortir de la F1 avec une petite fortune, venez avec une grosse, ça se trouve, il va faire encore mieux. Giovinazzi avec une grosse fortune, il va repartir avec une encore plus grosse fortune. Donc et là, ce sera très très fort. Ah là, franchement, bonhomme. Et là, moi, je trouve qu'il aurait une place au Motorsport Hall of Fame que la FIA a ouvert à Paris, parce que là, ce sera le seul qui aura réussi à sortir de la Formule 1 avec plus d'argent que quand il y est rentré. Mais c'est vrai que voilà, ça ne doit pas être non plus très facile. Pour Giovinazzi, ce qu'il a dit aussi, c'est vrai. Oui, c'est vrai que Toto Wolff va être bien aussi, à mon avis. Il va être très très bien dans ce domaine-là. C'est vrai que Giovinazzi, il a toujours dit, son rêve, en fait, c'était juste de voir une voiture avec marqué Haas sur les côtés gagner un Grand Prix. Bon, autant vous dire que ça risque d'être très compliqué maintenant. Pour cette équipe-là, et donc c'est dommage en fait, parce que c'est un vrai passionné de sport, un vrai c'est pas juste le mec qui vend ses machines-outils, qui avait un délire de milliardaire. Non, c'est quelqu'un qui adore le sport automobile depuis sa plus tendre enfance et qui voulait réussir en Formule 1, qui voulait. Malheureusement, ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu, mais qui sait, comme tu as dit Franck, peut-être qu'il se désengagera si la voiture de l'an prochain est un désastre, mais ça se trouve, ça va plutôt bien fonctionner, ça va peut-être redonner une envie, et ça va du coup peut-être couper un petit peu les ailes à la famille Mazepin, qui aura peut-être voulu faire un petit peu plus en Formule 1 et s'engager un peu plus fort. Donc on va voir bien sûr ce qu'il va en être dans les prochains mois, les prochaines années. Et puis on va terminer donc avec notre petit point transfert. J'ai l'impression qu'on fait ça toutes les semaines maintenant. Autant vous dire que voilà, c'est que ça s'anime un petit peu, et ça fait plaisir de voir que ça s'anime au niveau du marché des transferts. Donc on va parler évidemment du bras de fer qui oppose Mercedes à Red Bull actuellement au niveau de ces transferts-là. Je profite juste pour faire un petit aparté. On est quasiment 200 ce soir, donc continuez. N'hésitez pas évidemment à partager. Ça fait plaisir de vous avoir autant ce soir pour cette émission de Grand Prix. On reviendra mardi prochain. On va faire ping-pong
pendant quelques semaines, puis ensuite on va bien se mettre ensemble. Et merci Portassier pour ton abonnement grâce à Amazon Prime. Mais du coup, eh bien, on commence déjà par Valtteri Bottas, qui a signé pour plusieurs années chez Alfa Romeo. Ça a été annoncé aujourd'hui. Autant vous dire que George Russell, ça va arriver très rapidement, à mon avis, chez Mercedes. On doit avoir les brouillons de près, évidemment, chez Next Gen Auto, je l'imagine. Mais du coup, Manu, Bottas qui va tenter de relancer sa carrière. Hein, c'est tout ce qu'on imagine, évidemment, chez Alfa Romeo. Est-ce que tu penses qu'il peut porter un projet sur les prochaines années et mener cette équipe vers les sommets qu'elle mériterait? Alors, mener vers les sommets, c'est toujours compliqué, surtout à l'aube d'un changement aussi énorme que celui de l'an prochain. Par contre, c'est vrai que Bottas va enfin avoir ce qu'il veut depuis 5 ans, c'est-à-dire un contrat pluriannuel. Donc, il n'a pas le stress de se dire je suis obligé de performer tout de suite pour gagner ma place l'année suivante. Là, finalement, il va s'inscrire dans une dynamique de vraie construction, probablement dans une équipe aussi qui est dans la même dynamique, parce que Alfa Romeo mise tout sur 2022 depuis fin 2020. Hein, donc, c'est vraiment une équipe qui travaille exclusivement là-dessus. Ça, c'est Frédéric Vasseur l'a confirmé ce week-end. On l'a eu en interview, il a vraiment dit depuis 2020, ils n'ont pas fait un seul développement sur la voiture 2021. Et du coup, il y a quand même la chance qu'ils démarrent assez fort et que derrière, ils arrivent aussi à s'inscrire dans cette continuité avec un Bottas en leader d'équipe. On sait qu'il en a les capacités. Encore une fois, Bottas, il est très critiqué parce qu'il est le lieutenant d'Hamilton, mais justement, il est lieutenant d'Hamilton et franchement, c'est un rôle qui n'est pas facile à tenir. Et moi, je trouve qu'il le fait très très bien en qualif et plutôt bien en course, à l'exception des Turquie 2020, Imola 2021 ou Bakou 2021 où il s'effondre totalement, il est nulle part. Mais c'est un pilote qui ramène des podiums, qui ramène des points, qui sait ramener des victoires, en tout cas pendant de nombreuses années, il a su le faire, qui sait faire des qualifs, se glisser entre Hamilton et son plus proche rival, qui sait se mettre juste derrière s'il le faut. Il n'est jamais vraiment, très rarement totalement à la ramasse comme peuvent l'être les équipiers de Verstappen. Donc, encore une fois, si Mercedes est en tête du championnat constructeur et qu'ils ne sont pas en tête du championnat pilote, il y a aussi le phénomène Bottas qui est dedans, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est un pilote qui, pour moi, peut retrouver aussi une deuxième jeunesse en plus et avoir largement le niveau pour défendre un projet comme celui d'Alpha qui cherchait un leader parce que Giovinazzi n'est pas le leader voulu, parce que Raikkonen est en pré-retraite. Ils ont besoin d'un pilote qui soit prêt à s'inscrire pendant au moins 2, 3, 4 ans dans la même dynamique, surtout que là, on va être sur une période vraiment de développement intense avec des progrès importants et ils auront besoin d'un pilote qui a du feedback technique pour que la voiture évolue très vite. Puisqu'en fait, même si on a une hiérarchie en début de saison prochaine, 6 ou 7 courses plus tard, ce sera peut-être pas la même parce qu'il y aura cette grosse évolution de la part de tout le monde. Et je pense que Bottas est le choix idéal pour Alfa Romeo. Et pour lui, je pense que de toute façon, il ne restait pas beaucoup de volants, donc ça reste le meilleur choix possible, avec la possibilité, je pense, de faire mieux que ce que fait Alfa actuellement et de revenir aux meilleures années de Sauber, je pense. D'accord avec ça, Franck. Quel meilleur pilote que Bottas pour Alfa Romeo, je veux dire. Nico Hülkenberg, pardon. Je veux dire, sur la grille de départ, à part Lewis Hamilton, et on rappelle quand même que Valtteri Bottas, il est quand même toujours beaucoup plus proche de Lewis Hamilton que Sergio Perez, Alex Albon, Pierre Gasly n'ont été de Max Verstappen. Donc il faut ça ne jamais l'oublier. Il est depuis 2017 chez Mercedes, il a vu comment fonctionne une équipe championne du monde, il a tous les rouages, il a tous les secrets des stratégies, des approches de week-end, du travail en simulateur, du travail de réglage. Toute cette connaissance-là, il va l'apporter chez Alfa Romeo. Alfa Romeo perd Kimi Raikkonen. Alors, est-ce que c'est Kimi Raikkonen qui prend sa retraite de manière forcée ou est-ce que c'est vraiment sa décision? Je pense que ça, on saura jamais vraiment. Ou alors, on ouvrira peut-être un petit peu plus tard dans sa vie. Mais franchement, je ne voyais pas meilleur pilote pour Alfa Romeo que Valtteri Bottas. Il arrive avec un sacré bagage technique. Il arrive avec... pour moi, c'est un pilote sous-coté, clairement. C'est pas un pilote très charismatique. Il dégage pas effectivement une image qui fait vibrer les foules. Et il en a malheureusement toujours un petit peu souffert aussi. C'est-à-dire qu'il aurait peut-être eu plus de charisme, plus de caractère, plus de personnalité. Il aurait peut-être eu plus de soutien, plus de fans. Et il aurait été peut-être mieux considéré sur le long terme par Mercedes. Je pense que ça a joué aussi. Mais en fait, il était là pour faire le job. C'était le bon wingman, comme disait Wolf, le bon ailier. Mais il était plus que le bon ailier. Il était vraiment dans les temps, dans les chronos de Lewis Hamilton. Et il a toujours été là. Donc voilà, c'est pour moi, Alfa Romeo ne pouvait pas miser sur mieux pour cette nouvelle ère technique de la Formule 1. Quelqu'un qui n'a pas la référence de l'équipe, mais qui a une référence technique incommensurable en termes de connaissances, en termes de réglage, en termes de tout ce que vous voulez. Je pense qu'il ne pouvait pas avoir mieux que ça.
ce qui va permettre à Alfa Romeo, je pense, d'être un petit peu plus, prendre plus de risques, entre guillemets, sur le deuxième baquet. Parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais ça va se jouer entre Nick De Vries et Alex Albon. Je ne sais pas lequel des deux rejoindra Alfa Romeo. Pour l'instant, tout est encore un petit peu possible. Voilà, même si je pense que ce serait plutôt Nick De Vries qu'Alex Albon. Alex Albon a l'air d'être plutôt vers chez Williams. Si Mercedes, Toto Wolff, Red Bull arrivent à se mettre un petit peu d'accord là-dessus. Donc ça aussi, on va en parler. Mais voilà. Pour Valtteri Bottas, pour moi, je suis très content qu'il retrouve une place en F1. Voilà. Comme ça aurait été effectivement dommage que ça s'arrête d'un coup après Mercedes sans aucune autre porte de sortie. Ouais, tu fais bien de le dire, évidemment, ce qui se passe avec Toto Wolff et Christian Horner. Il n'y a pas une semaine où on ne vous rapporte pas un drama, de toute façon, entre les deux équipes. On a loué, depuis le début de l'émission, la très bonne entente entre les deux structures pendant tout le week-end. Même si c'est encore un peu pinaille à la radio, mais ça, on commence à en avoir l'habitude. Mais globalement, voilà, c'était très fair-play. Mais du coup, dans les médias, on a évoqué ces futurs transferts parce qu'effectivement, Nick De Vries et Alex Albon sont maintenant les deux pions centraux vraiment du marché des transferts. Globalement, on a l'impression que les deux seront sur la grille. On ne sait juste pas lequel chez Alpha et lequel chez Williams. C'est un petit peu ce qui se dit actuellement. Globalement, Toto Wolff a été très clair. Il a dit à Red Bull, voilà, et via médias interposés, il a dit écoutez, c'est pas compliqué. Si vous voulez qu'Albon roule chez Williams, vous le libérez de votre contrat Red Bull. Puisque pour lui, il n'est pas normal qu'un pilote estampillé Red Bull puisse conduire une monoplace à moteur Mercedes. Évidemment, Christian Horner, lui, voilà, il n'est pas de cet avis-là et il explique que Williams fait ce qu'il veut. Il a aussi confié avoir eu des discussions très productives avec Williams et avec Alfa Romeo. Et alors, d'après lui, Alexander Albon préférait aller chez Williams. Donc, est-ce que ce ne serait pas un premier signe comme quoi on semblerait peut-être mieux prendre ce tournant de règlement et de changement de règlement qui va arriver chez Williams que chez Alfa Romeo, et on a peut-être des bases plus solides pour l'avenir. C'est vrai que là, on rappelle qu'actuellement, donc évidemment, le vent tourne, puisque donc Williams, on sent qu'ils sont là pour l'avenir, pour les prochaines années. Dorilton a fait beaucoup d'investissements. Chez Alfa Romeo, on ne sait pas encore si Alfa Romeo va rester en tant que sponsor de l'équipe, ou si on va devoir trouver autre chose pour Sauber. Donc c'est peut-être ça, à votre avis, qui ferait qu'Albon préférerait peut-être Williams, Franck ? Je pense qu'effectivement c'est une sorte de projet un peu plus à long terme. Il y a aussi la progression de l'équipe. Williams a beaucoup progressé cette année. Il y a le moteur Mercedes derrière qui reste la référence et qui devrait logiquement la rester pendant au moins 3 ans de plus, puisqu'on va avoir un gel à partir de l'année prochaine. Il y aura quand même le passage au carburant E10 qui va permettre aux motoristes de modifier un petit peu leur moteur, mais ensuite ça ne bougera plus pendant 3 ans. Donc entre un moteur Mercedes qui est déjà à la pointe, encore supérieur au Honda et qui devrait le rester pendant au moins 3 ans, et un moteur Ferrari qui n'a pas encore regagné toutes ses lettres de noblesse, il est clair que du côté d'Albon, on préférerait Williams. Alors, je trouve un petit peu, ou je trouve ça déplacé de la part de Christian Horner d'avoir déjà donné cette carte-là, ou alors ça veut déjà dire que les choses sont très bien engagées et qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre solution pour Albon que Williams, clairement, parce que sinon, si effectivement il est en train de jouer sur les deux tableaux, ce serait très dommageable de griller Albon en disant qu'il préfère Williams plutôt qu'Alfa Romeo. Donc c'est quand même que les choses sont très bien engagées de ce côté-là. Dorilton met le paquet. Albon, il a une possibilité effectivement de rejoindre la grille de nouveau de F1 l'année prochaine. Il y avait quand même une autre possibilité, c'était que Tsunoda ne soit pas reconduit, qu'Albon retourne chez AlphaTauri. Ça semble assez exclu aussi. Voilà. Après l'histoire du contrat Red Bull pour Albon chez Williams, je trouve Toto Wolff un petit peu déplacé sur ce coup-là, parce que je pense que Red Bull en apprendra largement plus sur le moteur Mercedes en ayant embauché une quinzaine de personnes de chez Mercedes HPP ces derniers temps pour développer le futur moteur que de ce qu'Alex Albon tirera derrière les boutons dans son cockpit, derrière le volant, en termes de mode de moteur et de cartographie. Donc je ne sais pas si c'est juste pour bloquer, si c'est juste une histoire d'image, mais en tout cas, c'est pas une histoire de connaissance moteur, parce que je pense que la connaissance moteur, ils l'auront beaucoup plus via les embauches qu'ils ont faites que via Albon dans le baquet de la Williams. C'est marrant, je suis plus sur la critique de Wolff, parce que Wolff, il y a un double discours qui fait que à la fois, il veut absolument que Albon, s'il va chez Williams, il veut que Albon puisse être libéré de contrat, et à côté, il veut que De Vries, s'il va chez Alpha, garde le contrat Mercedes. Donc, je trouve ça un petit peu osé de sa part, mais bon, après, encore une fois, on est dans des tractations. À la fin, je pense que personne ne va empêcher un pilote de rouler du moment que derrière il y a une compensation financière
Et je pense que c'est là où ils mettent la barre aujourd'hui en disant non, on ne veut pas le lâcher. C'est parce que si tu négocies en disant je ne veux pas lâcher le pilote, on te donne 5-10 millions de plus pour te dire bah si, s'il te plaît, laisse-le. Donc je pense que ça va se jouer là-dessus. Moi, je verrais bien un duo Albon-Latifi chez Williams, c'est un duo Bottas-De Vries. Je trouve que ce serait plus équilibré. J'ai peur qu'un duo De Vries-Latifi soit vraiment un peu short chez Williams. J'ai peur que ça casse la dynamique de l'équipe qui est vraiment en pleine progression parce qu'il leur faut quand même un leader. Et moi, je reste convaincu qu'Albon est un excellent pilote. Maintenant, dans tous les cas, c'est vrai que ça semble être les deux qui sont les pierres angulaires du marché aujourd'hui. Giovinazzi n'est pas encore exclu chez Alfa Romeo, Vasseur l'a confirmé. Mais on sent quand même que même quand il fait un coup d'éclat en qualif, derrière, ça se concrétise pas en course. Je pense qu'il y a une certaine lassitude chez Alpha et je crois que c'est aussi le bon moment avec la nouvelle réglementation pour repartir de zéro. Donc je pense que moi, je mettrais bien une pièce sur De Vries chez Alpha et sur Albon chez Williams, personnellement. À écouter Mattia Binotto d'ailleurs, parce qu'il s'exprimait aussi sur cette affaire un petit peu, disait que non, c'est pas du tout Ferrari qui impose un pilote à Alpha, c'est Alfa Romeo qui a demandé via le contrat de sponsoring à avoir une place chez Sauber. Et je pense qu'effectivement dans le nouveau contrat d'Alfa Romeo avec Sauber, donc pour les années à venir, il n'y a plus cette place garantie. Donc ce qui permet effectivement à Stellantis et donc à Frédéric Vasseur d'être totalement libre sur le choix de ses pilotes. Et c'est ce qui, à mon avis, risque de coûter sa place à Giovinazzi. La seule possibilité qu'effectivement Ferrari a, c'est effectivement, s'il place un pilote, d'avoir peut-être négocier une réduction sur la facture moteur pour l'équipe en question, ce qui, à mon avis, est totalement le cas chez Haas. Chez Haas, c'est clairement, à mon avis, quelque chose comme ça qui se négocie, ou alors effectivement d'utiliser des ingénieurs ou autre chose. Alfa Romeo, et je dis Alfa Romeo entre guillemets, c'est plutôt Sauber, a l'air vraiment de s'être dégagé de cette emprise de Ferrari. Ferrari va rester le motoriste de l'équipe et n'aura plus son mot à dire sur les pilotes. Donc je pense que Vasseur est content de retrouver une certaine liberté de choix. Donc je pense qu'il se prendra le meilleur pilote possible pour épauler Bottas. Et du coup, on peut penser que chez Williams, il n'y a plus cette espèce de clause aussi avec Mercedes, puisque c'était un petit peu la même chose. Il y avait une ristourne tant qu'ils plaçaient George Russell là-bas. Maintenant qu'on est parti pour un duo Latifi-Albon, ça va également s'enlever, j'imagine. Ça, je pense que ça va. Oui, Williams n'aura plus ce placement de pilote. Par contre, vu que Williams aura plus de pièces de la part de Mercedes, j'imagine qu'il y aura un deal technique en disant voilà, on a besoin de tel retour. Peut-être des choses entre guillemets plus comment dire, floues, un peu plus abstraites que va demander en fait Mercedes à Williams pour le développement de sa voiture. Surtout l'an prochain où encore une fois, ce sera hyper important d'avoir des clients. C'est ce qui m'inquiète un peu pour Alpine. Après, de toute façon, Vasseur, de la manière dont Vasseur l'a dit ce week-end, il est dégagé, ça c'est sûr, des obligations de Ferrari. C'est la prolongation de contrat, ça, il a négocié qu'il n'y ait pas cette obligation. Et d'après ce que j'ai compris, c'est lui qui l'a négocié. Il a refusé que Ferrari ait main mise sur les pilotes. Et Stellantis n'a pas l'air d'avoir un très gros contrôle. En fait, Stellantis a l'air d'appuyer totalement les décisions de Vasseur et sa gestion. Imparato est très content de ce qui se passe chez Alpha, mais Vasseur m'a dit qu'il n'y aura aucune décision politique qui sera prise sur les pilotes. Ce sera vraiment purement des décisions sportives. Il veut justement se dégager. Je pense qu'il en a un peu marre. Et c'est là où je me dis que ça pue un peu pour Giovinazzi, c'est qu'il veut se dégager des obligations qu'on lui demande. Et en l'occurrence, l'obligation qu'il avait chez les pilotes, c'était Giovinazzi. Donc j'ai tendance à penser que justement, c'est aussi pour ça qu'il veut repartir sur un duo totalement neuf. Et de manière globale, on peut saluer l'effet vertueux des budgets plafonds, justement, qui permettent effectivement à ces équipes-là de sortir enfin de ce carcan des pilotes payants ou de la mainmise des motoristes ou des constructeurs derrière, puisque voilà, Williams a annoncé qu'il serait au plafond l'année prochaine. Ah, s'ils ne seront pas, mais ils seront presque. Et tout le reste, il sera. Donc, du coup, ça veut vraiment dire que voilà, les équipes vont reprendre un peu la main sur le choix de leurs pilotes. Et ça, on peut que le saluer pour le futur de la Formule 1. Et c'est un peu peut-être le bon plan chez Williams, tiens, j'y pense, parce que comme tu le dis, Manu, effectivement, il y aura plus de pièces, il y aura une synergie peut-être plus importante avec Mercedes, mais d'un côté, avoir cette synergie plus importante sans devoir prendre Nick De Vries, j'ai rien contre le garçon, mais c'est vrai que quand vous êtes Williams, vous préférez quand même un pilote qui a conduit une Red Bull, qui a conduit une F1, qui a fait plusieurs saisons, plutôt Nick De Vries qui a débarqué dans la catégorie Rennes. On parlait tout à l'heure des améliorations de Nicolas Latifi et de ce qu'il fait de mieux. Je pense quand même qu'on va préférer avoir Albon en leader de l'équipe plutôt que Latifi, qui va en fait continuer d'apprendre, parce que voilà, c'est un pilote qui a juste besoin de temps peut-être pour s'épanouir, pour mûrir. Il a pris le temps en F2, mais il n'a pas fait une saison catastrophique non plus, quand il était encore, enfin des saisons catastrophiques à la fin là-bas. Donc
Peut-être que voilà, il faut juste un petit peu de temps et avoir Albon qui, lui, connaît la F1 de haut niveau, même s'il n'était pas forcément toujours au niveau. Il a fait des podiums, donc c'est déjà très bon. Ça peut aider effectivement cette équipe Williams, donc on va peut-être se retrouver dans une belle situation. Et Alpha surtout avec Bottas, donc c'est pas mal non plus. Manu. C'est que Williams, surtout, s'ils prennent Albon, ils auront l'avantage que Albon, ça fait 1 an qu'il fait du simulateur, enfin depuis la fin de saison dernière. Il bosse dans l'ombre à la manière d'un Ocon chez Mercedes ou d'un Russell chez Mercedes. Et on a vu que c'est des pilotes qui ont vraiment bénéficié de ce temps de simulateur qu'on leur a donné. Ocon est revenu chez Renault, il a mis un petit peu de temps à se mettre dans le rythme, mais il est revenu avec un gros bagage technique. On voit qu'il est beaucoup plus à l'aise maintenant sur la détection des problèmes, sur la détection de ce qu'il faut améliorer sur la voiture. Il a très vite mis le doigt sur le problème de châssis qu'il avait, ce qui lui a permis de perdre que 2 courses vraiment mauvaises cette année au lieu d'en perdre plus. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va aussi aider Albon, qui n'avait pas beaucoup d'expérience de F1. On se rappelle que le premier tour de roue qu'il fait dans une vraie F1 hors simulateur, c'est février 2019, 1 mois avant ses débuts chez Toro Rosso. Et je pense que ça, avec cette expérience en plus, il va vraiment changer de dimension et aura justement la possibilité d'être le leader technique que recherche Williams, parce que Latifi, je le pense un peu short là-dessus. On sent qu'il est encore un peu perdu sur la manière de régler la voiture. Il se repose beaucoup sur Russell, là où Albon, justement, pourra, lui, se reposer sur son expérience, qui maintenant est assez conséquente avec son expérience en F1 et son expérience d'un top team, en fait. C'est ce qui fait aussi la différence. Ouais. Et Albon, il bénéficie aussi de la saison de Pérez. J'allais dire aussi qu'on arrive, du coup, à comparer les performances d'Albon face à celles de Pérez, du coup. Et on se dit, voilà, qu'il n'était pas si mauvais que ça l'année dernière, pour sa première saison complète chez Red Bull. Donc, il s'en est quand même plutôt bien sorti, puisque les écarts étaient même parfois inférieurs à ce que Pérez arrive à faire aujourd'hui face à Max Verstappen. Donc une année au sein d'un top team en coulisses, beaucoup de connaissances techniques. Je pense que c'est aussi pour ça que Williams s'est très intéressé par Albon. De Vries, lui, a fait de la Formule 1, donc il était beaucoup moins plongé dans le programme F1 de Mercedes. Il a fait du développement en simulateur F1, mais beaucoup moins qu'Albon a pu le faire. Donc il est peut-être un peu moins intéressant sur le papier. Et puis il n'a pas non plus l'expérience de la F1 qu'à Albon. Donc forcément, Albon est le choix numéro 1 et De Vries le choix numéro 2. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'il y a une bataille en ce moment en coulisses sur qui va signer Albon. Mais bon, ça a l'air quand même d'être plutôt bien parti de pouvoir Albon chez Williams et De Vries chez Alfa Romeo. Et ça devrait nous terminer tous les transferts. Il reste juste la place de Tsunoda chez AlphaTauri qui devrait quand même être validé. Je pense que ce serait surprenant, Manu. Mais il y a Stroll aussi qui n'est pas confirmé. Va-t-il rester ou pas dans l'équipe de son père? Va-t-il pouvoir continuer? Et puis, on rappelle que Mercedes a encore un paquet de libre, bien évidemment, aux côtés de Lewis Hamilton. On ne sait jamais. Tu l'as dit sur Twitter, c'est très disputé pour ce baquet en plus. Moi, je vais suivre ça, en tout cas, les prochains jours. Et j'espère que ça va durer les prochains jours et pas que ça va être annoncé demain, parce que moi, je me délecte de ce suspense absolu pour cette deuxième place chez Mercedes. Mais c'est vrai que voilà, la grille prend forme pour 2022, une grille qui va pas faire la part belle encore une fois aux rookies, c'est déjà pas non plus le cas cette année, et l'an prochain, du coup, il y aura peut-être Nick De Vries, et puis je crois qu'on a fait le tour, si je dis pas de bêtises, au niveau des rookies. Donc bravo à Nick De Vries, s'il signe bien pour son titre de rookie de l'année, ça va être bien joué de sa part. Mais voilà, on est dans une période de stabilité au niveau des équipes et de grands changements réglementaires, et je pense que pour beaucoup, ils seront contents d'avoir justement cette stabilité au niveau de leur duo de pilotes pour pouvoir aborder ce nouveau règlement tranquillement. Pourquoi pas Maldonado? On dit évidemment, il faut bien sûr saluer ça. Il y a Louis qui me demande pour Stroll qui va partir en premier. Est-ce que ça va être Lance ou Lawrence Stroll sur Aston Martin? Lance, je pense que. Il y a des chances que ce soit Lance Stroll. Par contre, c'est vrai que De Vries, s'il arrive vraiment, ce sera, je pense, le premier rookie depuis très longtemps à avoir 27 ans pour son premier Grand Prix. Parce que un âge pareil pour un débutant, ça fait un moment qu'on n'a pas vu ça. Même Giovinazzi est arrivé à 24 ou 25, je crois. J'ai vu l'autre jour, même tout à l'heure, pendant l'émission, je regardais un petit peu, je reste toujours à l'affût. Et j'ai vu, par exemple, Thiago Montero est arrivé à 29 ans chez Jordan en 2005. Ah ouais. J'avais pas pensé qu'il était comme ça, mais parce que je regardais... Pour tout vous dire, il y avait un petit article d'Endurance Info qui nous parlait de Jean-Paul Belmondo qui était venu supporter l'équipe de son fils, puisque malheureusement Jean-Paul Belmondo nous a quittés aujourd'hui. Il avait soutenu l'équipe de son fils en 99 aux 24 heures du Mans. Thiago Montero roulait dans l'équipe de Paul Belmondo aux 24 heures du Mans 99. 6 ans avant ses débuts en F1. Et donc effectivement, lui, il était assez âgé, mais sinon, il n'y en a pas
Pas tant que ça. Carte qui nous demande dans le chat, carte de K2 avec Colton Herta. On disait qu'il était observé par les écuries de F1. Oui, bah écoute, c'est vrai. Colton Herta, il a 20 ans, hein, donc il y a encore le temps. Il n'y a pas de place, et puis il y a le temps pour qu'il vienne en F1 un jour si c'est le cas. Donc ça, il n'y a pas de problème, bien évidemment, mais il a été observé, mais voilà, il faut lui laisser aussi le temps de faire son évolution, on ne va pas aller le shipper directement. De toute façon, il a re-signé pour 2 ans, Colton Herta, donc à mon avis, ça va pas bouger des masses tout de suite. Ça va nous envoyer pas mal de pilotes en IndyCar, tout ça, non, Michael? Ah, bah je peux dire que les grilles à 34 pilotes, elles vont être bien. Là, ça va être un truc, ça va être, ma foi, fort intéressant. C'est vrai qu'on a Calum Maynot maintenant qui va faire ses débuts en IndyCar aussi. Et d'ailleurs, Colton Herta pourrait être équipier d'un certain Romain Grosjean l'an prochain si les rumeurs actuelles sont vraies. Ah, normalement, ça devrait être le cas, effectivement. Romain Grosjean qui devrait aller chez Andretti Autosport. On peut vous dire que Romain Grosjean dans un top team en IndyCar, ça va faire des audiences chez Next Gen, mais vous allez voir ça, ils vont s'en frotter les mains. On va beaucoup en parler. On en parle déjà beaucoup, mais c'est vrai que ça va être très intéressant. C'est intéressant en tout cas, c'est bien. Et puis surtout, s'il va chez Andretti, c'est une saison complète. Donc, les 500 bases d'Indianapolis avec Romain Grosjean dedans, je peux vous dire que là, ça va intéresser énormément de monde. Ce sera le même jour, d'ailleurs, que le Grand Prix de Monaco l'an prochain. On retrouve ça. Xoan qui nous demande Herta remplace une non, mais Herta, il est déjà chez Andretti. Hein. Il remplace Herta. Herta, il reste chez lui. Il reste dans sa voiture, la 26, tout ça, il n'y a pas de problème. C'est apparemment que je dis. C'était un pilote d'Indy Lights qui devait remplacer. Ah ouais? Hinchcliffe, si je dis pas de bêtises. J'avais vu Jack Harvey, mais bon. Ou Jack Harvey, peut-être, oui, ça peut être Jack Harvey. C'était soit lui, soit un pilote actuellement d'Indy Lights. Enfin bref, vous verrez. On suivra ça de près dans le Racing Café. Bah oui, parce que jeudi, 20h30, on va se retrouver pour le Racing Café. On parlera un petit peu du Grand Prix des Pays-Bas. On parlera de pas mal d'autres choses aussi. On parlera aussi d'IndyCar qui va reprendre ce week-end avec donc Calum Maynot. Et puis, la semaine prochaine, les amis, mardi 20h30, ce sera le retour de Grand Prix. Et là, quand même, Grand Prix d'Italie ce week-end. Attention, reprenez vos horaires étonnants et vos horaires particuliers de Silverstone parce que pour la deuxième fois ce week-end, ce sera les qualifications sprint. Donc, comment ça va se passer ce week-end? Une séance d'essai libre à 14h30 vendredi. La qualification sera à 18h. Donc, encore une fois, on fait les qualifications en soirée pour que tout le monde puisse les regarder, bien évidemment, en Europe en rentrant du boulot. Samedi midi, donc la séance d'essai libre 2 et 16h30 le samedi, la fameuse qualification sprint, on rappelle 100 km, 30 minutes pour déterminer la grille de départ de la course du dimanche. Et on le dit une bonne fois pour toutes ici, parce que c'est très nombreux comme ça, on en est sûr. Si vous avez une pénalité pour changement de pièce moteur, ce sera sur la grille de dimanche et pas sur la grille de samedi, puisque c'est une séance qualificative samedi. Donc comme ça, c'est clair, c'est net. Mais comme la FIA aime bien changer le règlement ces derniers temps, si ça se trouve, ils nous diront que c'est l'inverse. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est clair, net et précis. Et c'est marqué de très forte manière. Et comme Mylène le dit, la Formule 2 est de retour ce week-end. Puis elle prendra 4 mois de pause avant de revenir, puis de reprendre 2 mois de pause avant de terminer sa saison. Il y a une petite précision quand même, Michael, sur les qualifs sprint, c'est que ça ne bougera pas pour Monza, mais qu'il y aura des ajustements pour le Grand Prix du Brésil. C'est donc si le Grand Prix du Brésil a bien lieu et que c'est la 3e qualification sprint de la saison, il y aura des ajustements notamment pour la partie parc fermé, voilà, histoire de leur laisser un peu plus de liberté pour le samedi matin. Parce que voilà, ils peuvent pas faire grand chose le samedi matin à part faire des tests de pneus sur les longs relais, parce que les réglages sont plus ou moins figés. Donc logiquement, il y aura des ajustements qui seront faits pour le Grand Prix du Brésil. Donc là, pour le Monza, c'est pareil que Silverstone, mais au Brésil, ça pourrait changer un peu. C'est vrai que la séance de samedi matin sur un circuit qui n'use pas beaucoup les gommes va pas être quelque chose de ouf non plus, hein, très clairement à Monza. Mais par contre, eh bien, il y aura peut-être de quoi se faire plaisir samedi après-midi avec cette séance de qualification sprint qui est une course, on le rappelle, de 30 minutes. Et puis la course, évidemment, dimanche à 15h. Ça, on garde les horaires tout à fait habituels. Merci Manu, merci Franck d'avoir été là. Un immense merci à vous toutes et tous dans le chat et qui avez simplement regardé l'émission, même si vous ne l'avez pas commenté. Vous êtes bien sûr les bienvenus. On a dépassé les 200 ce soir, donc voilà, c'est encore une fois un beau succès pour Grand Prix. On se retrouve, nous, mardi prochain. Je vais y arriver. Mardi prochain, 20h30. Profitez-en, ce sera après, beaucoup plus souvent, le mardi qu'on se retrouvera. Merci à tous et à la semaine prochaine. Merci ou à jeudi dans le Racing Café. Ciao, ciao. Ciao, bonne soirée.